L'histoire commence dans une académie de magie où le talent pour la magie est le plus apprécié. Notre protagoniste, Phil, n'a aucune aptitude pour la magie et se demande s'il existe un moyen pour les personnes sans talent comme lui de progresser dans une académie de magie. Il n'en est pas sûr, mais Phil se rend souvent dans des donjons pour tuer des monstres afin de devenir plus fort, même s'il ne peut pas utiliser la magie. Un jour, à l'académie, Phil, distrait, est appelé devant la classe. On lui demande de conjurer une flamme à l'aide d'un catalyseur, mais Phil tremble de peur à cause de son manque de talent magique. Bien sûr, il ne réussit pas à conjurer quoi que ce soit, et toute la classe se moque de lui. L'instructeur est vraiment déçu, car cette académie est très prestigieuse, et il est embarrassant de voir que Phil ne peut même pas utiliser la magie la plus élémentaire. L'instructeur comprend alors pourquoi on dit que Phil n'est qu'un élève d'honneur lorsqu'il s'agit de prendre des notes. Il dit que Phil est complètement dépassé. À ce moment-là, un élève nommé Sion fait apparaître une flamme étonnante depuis son siège. Sion présente des excuses peu sincères en disant qu'il ne faisait qu'aider Phil. L'instructeur éteint la flamme et déclare que c'est un exemple qui montre que, dans ce monde, la suprématie de la magie est absolue. La magie est la force, et les mages sont leurs héros. À l'académie, le talent d'un élève pour la magie lui permet d'obtenir un rang plus élevé. Cependant, un élève sans talent qui ne peut même pas utiliser un peu de magie n'a pas le droit d'être dans une académie qui donne naissance à de puissants sages. Après les cours, Sion se moque de Phil qui est retourné dans le donjon parce qu'il n'y va que pour éliminer du menu fretin et gagner quelques crédits. Une jeune fille nommée Colette intervient, mais Sion ne comprend pas pourquoi une élève d'honneur comme elle défend un tel incapable. Colette déclare que Phil est le plus grand travailleur qu'elle connaisse, et qu'elle refuse de laisser quiconque insulter son ami. Tout le monde est choqué de l'entendre parler ainsi, mais Sion fait remarquer qu'il faut bien plus qu'un travail acharné pour devenir un magia vendé. Phil n'a aucune chance de le devenir, et Sion ne veut plus perdre son temps avec un incapable comme Phil. Sion est d'accord avec l'instructeur qui dit à Phil d'abandonner l'académie, mais Colette dit à Sion d'aller se faire voir ailleurs. Colette console Phil en lui faisant remarquer que quelque chose ne va pas avec leur professeur, mais Phil ne peut pas lui en vouloir car il a raison. Phil prend la parole et dit à Colette que tant qu'il a une jolie fille comme elle à ses côtés, il ne se soucie pas du reste. Colette s'énerve et Phil s'excuse parce qu'on lui a appris très tôt à complimenter les filles. Il lui dit que sa beauté est tout à fait objective, ce qui ne fait que l'énerver encore plus. Colette se rappelle qu'elle est l'héritière d'un noble et qu'elle doit rester calme. À ce moment-là, Colette s'inquiète du silence total de Phil, qui lui explique qu'il ne fait qu'admirer la beauté de la journée. Colette explique alors que les magias de Vendée, qui sont les sorciers les plus puissants, continuent de protéger le ciel. Il y a longtemps, les gens étaient enfermés dans les ténèbres et ne connaissaient même pas l'existence du ciel. Le monde était terrorisé par ce qu'on appelle l'hôte céleste, mais 5 sorciers se sont dressés contre eux. Les sorciers renvoyèrent les envahisseurs et scellèrent le ciel tout en ramenant la paix dans le monde. Le titre de Magia Vendée est réservé aux plus forts et se transmet depuis des siècles. Lorsque Phil était plus jeune, une jeune fille nommée Elfaria lui a raconté des histoires sur ce qui se trouve de l'autre côté du ciel. On raconte qu'il y a un magnifique coucher de soleil qui fait virer toutes sortes de choses au rouge vif. Elle pensait que s'il pouvait devenir Magia Vendée, il pourrait voir le coucher de soleil. Phil voulait qu'ils le voient ensemble, alors ils se sont jurés de le faire. Phil se rend compte aujourd'hui que ce n'était qu'une promesse d'enfant, mais Elfaria était une vraie femme. Elle avait un talent incroyable et elle est devenue la plus jeune à obtenir le titre de Magia Vendée. C'est pour cette raison qu'elle est partie dans la tour supérieure, laissant derrière elle Phil, qui n'avait aucun talent. Phil ne peut pas renoncer à la promesse qu'ils ont faite, et il travaille dur pour pouvoir un jour se tenir aux côtés d'Elfaria. Ensuite, Phil se fait gronder par le professeur Workner parce qu'il est retourné dans le donjon. Le pire, c'est que Phil est allé au 7e étage, et Workner craint que Phil ne perde la vie un jour. Phil s'excuse et s'enquiert de ses crédits, ce qui ne fait qu'énerver davantage Workner. Phil a cependant éliminé un garde maléfique dans le donjon, et Workner lui accorde donc 2 crédits. Phil ne peut pas être plus heureux, et Workner est choqué qu'il n'ait pas abandonné l'idée de devenir un Magia Vendée. Phil se demande ce qu'il y a de mal à cela, et Workner lui explique les difficultés qui l'attendent. Avant de se rendre à la tour, Phil devra passer à l'Institut supérieur. Pour cela, il doit maîtriser les 3 programmes d'études. Ces programmes sont l'écriture, l'incantation et la pratique. Phil a besoin d'une tonne de crédits dans chacun d'eux, mais il ne peut pas utiliser la magie et ne pourra jamais obtenir de crédit en orthographe. Phil le sait très bien, c'est pourquoi il se concentre sur la collecte de crédits d'entraînement dans le donjon. Malheureusement, Workner doit rappeler à Phil qu'il est impossible de progresser uniquement par l'entraînement. Phil se décourage, et Workner lui remonte le moral en lui disant d'oublier l'idée de devenir un Magia Vendée. Il doit plutôt se préoccuper de l'obtention de son diplôme à l'académie. Phil n'a pas obtenu de crédit lors du dernier examen, ce qui signifie qu'il doit en obtenir 4 d'ici la fin de la semaine. Il ne reste que 2 jours, alors Phil cherche désespérément dans ses notes un monstre qui vaudrait 4 crédits. Workner veut l'aider, mais il ne veut pas avoir d'ennui, alors il dit qu'il parle tout simplement tout seul, et il révèle un rapport sur un certain monstre au 6e étage du donjon. Il s'agit du Baskerville, et c'est exactement ce dont Phil a besoin,
Alors il remercie le professeur. Malheureusement, Sion a tout entendu. Il met au point un plan diabolique qui, il en est sûr, permettra enfin de se débarrasser de ce maquis sans talent qui n'a pas sa place dans cette académie. Un peu plus tard, nous retrouvons Phil au 6e étage du donjon. Phil a déjà combattu un Baskerville, il est donc impatient de gagner ses 4 crédits. Il dit à son ami chat inquiet de ne pas s'inquiéter car il évitera le souffle de flamme du monstre, afin qu'il ne soit pas brûlé comme la dernière fois. Non loin de là, Sion et ses acolytes cherchent le monstre. Ils veulent s'en occuper avant Phil, afin qu'il ne soit pas expulsé pour manque de crédit. Les copains de Sion s'inquiètent d'être au 6e étage, mais Sion leur rappelle qu'il fait partie de l'élite de l'école. Sion a de sérieux problèmes, car le simple fait de voir Phil l'offense. Il ne croit même pas qu'un minable sans talent puisse parler de magie à Vendée, et il pense que Phil ne mérite pas d'être à l'académie. C'est à ce moment-là que les choses prennent une tournure terrifiante, un monstre éviscère complètement l'un des hommes de Sion. Cette chose est terrifiante, le sang du gamin coule de ses poings et l'ami de Sion hurle d'horreur. Phil entend le cri et se précipite car il craint que quelqu'un soit attaqué. Phil fait preuve d'une vitesse incroyable et arrive pour voir Sion au combat. Il est choqué de voir que le monstre est une sentinelle maléfique, car il n'en a jamais vu en personne auparavant. Cette bête est incroyablement dangereuse et vaut 10 crédits. Ce monstre terrifiant se trouve généralement dans les niveaux inférieurs du donjon, et Phil se demande pourquoi il est là. Sion, terrifié, supplie le monstre de s'éloigner en l'attaquant, mais sa magie n'a aucun effet. Sion n'a aucune chance et Phil se rend compte que la sentinelle est d'un tout autre niveau. Sion tire désespérément, mais la bête redoutable continue d'approcher, et Phil décide qu'il doit faire quelque chose. Mais à ce moment-là, Phil se demande s'il a vraiment l'obligation de sauver Sion. Sion n'a fait que se moquer de lui et il a malmené Phil jusqu'à la fin. Son esprit est envahi par les souvenirs de la façon dont Sion l'a traité et il commence à penser qu'il serait justifié de laisser Sion perdre la vie. Cependant, Phil se souvient de quelque chose qu'Elpharia lui a dit. Elle lui a dit qu'il était plus gentil et plus courageux que tout ce qu'elle a rencontré, et nous voyons que c'est elle qui a donné ses lunettes à Phil. De retour dans le présent, Phil dit qu'Elpharia avait tort. Il n'est ni gentil ni courageux, il veut juste faire ce qu'il faut pour être à ses côtés. Phil met ses lunettes de combat et s'élance. Il arrête l'immense attaque du monstre et déclare qu'il deviendra une épée solitaire. De retour à l'école, le professeur Edward informe Workner que Sion et ses amis sont allés au donjon sans permission. Workner est incrédule et Edward lui demande d'utiliser son familier pour retrouver Sion. Les enfants étant en grand danger, Workner se prépare à le faire et demande à quel étage il se trouve. Edward explique qu'ils sont allés au 6e étage, et il est choqué lorsque Workner déclare que s'ils sont allés au 6e étage, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Edward lui rappelle à quel point le 6e étage est dangereux, mais Workner explique que tout va bien parce que c'est l'étage où se trouve Phil. De retour dans le donjon, Phil démontre son immense capacité de combat en repoussant la sentinelle et en réussissant à lui trancher un doigt. La bête, furieuse, tente d'attaquer Phil, mais l'enfant est trop rapide. Phil vole autour de la grotte et dévie facilement les débris que le monstre lui lance. Finalement, Phil parvient à monter sur le dos du monstre et Sion le regarde, choqué, ne pouvant croire qu'il s'agit du même Phil qu'à l'école. Les professeurs observent le combat depuis une boule de cristal, et Edward n'arrive pas à croire ce qu'il voit de Phil. Workner révèle alors que Phil est une véritable aberration, il possède une force surhumaine qu'un mage ne posséderait jamais et un corps aussi résistant que celui d'un nain. Mais ce n'est pas tout, il possède également un incroyable sens de l'observation qui lui permet de saisir les stratégies d'un ennemi après l'avoir vu une seule fois. Phil en fait la démonstration en esquivant une attaque que le monstre vient d'utiliser, et il profite de cette ouverture pour lui trancher le bras. Workner concède que Phil ne peut pas utiliser la magie, mais dans ce monde rempli d'utilisateurs de magie, Phil est le seul et unique guerrier. Phil s'empare alors de l'épée géante du monstre et, tandis que la bête s'enflamme, Phil se prépare à l'attaquer. Sion n'a pas bougé d'un pouce pendant tout ce temps, stupéfait par la force de Phil. La bête monstrueuse déclenche une puissante attaque de rayons, mais Phil l'arrête avec son épée. Workner continue d'expliquer la puissance de Phil en déclarant que son coup d'épée surpasse même la foudre. Phil le prouve en tranchant le rayon du monstre, causant d'énormes dégâts partout, et le monstre est complètement vaincu. Phil se préoccupe de Sion, mais ce dernier est tellement en colère qu'il se met à saigner de la bouche. Edward est tout aussi bouleversé, car il refuse de croire que quelqu'un qui ne peut pas utiliser la magie est capable de la surpasser. Un peu plus tard, Phil retourne à l'académie et trouve Workner très contrarié. Phil a tout de même réussi à éliminer la sentinelle, et il lui accorde officiellement 10 crédits. 5 ans plus tôt, nous voyons à quel point Phil se sentait mal, alors que tout le monde chuchotait dans son dos. Il n'avait jamais entendu parler de quelqu'un qui ne pouvait pas utiliser la magie comme lui, et tout le monde se demandait comment il avait pu entrer à l'académie de magie. Tout le monde a supposé qu'il avait servi d'appât pour attirer son ami Elpharia à l'école. Elpharia étant déjà devenu magie à Vendée, les autres élèves pensaient qu'il serait renvoyé de l'académie. Phil alla rencontrer le directeur Coldron, qui lui mit une dague dans la main. Sans dire un mot, elle prépara une attaque, et Phil passa à l'action. Il poussa Workner en lieu sûr, et avant même que Workner ne puisse toucher le sol,
Phil neutralisa l'attaque du directeur avec une simple dague. Coldron et Workner étaient complètement abasourdis, et le directeur ne put que rire de l'incroyable démonstration d'habileté de Phil. Workner fut ensuite choquée lorsqu'elle déclara que Phil serait autorisé à continuer à fréquenter l'académie de magie. Workner lui rappela que Phil était incapable d'utiliser la magie, mais Coldron était extrêmement intrigué par Phil. Il était comme une épée qui aspirait à devenir une baguette. Il voulait juste savoir s'il serait capable de monter dans la tour s'il continuait à étudier à l'académie, et s'il devenait fort, serait-il capable d'être avec Elfaria? Coldron lui donna de l'espoir en déclarant que s'il ne se décourageait pas et restait fort, il pourrait atteindre son but. Mais après son départ, Coldron avoua qu'elle n'avait aucune idée de la façon dont les choses allaient se terminer pour Phil, l'épée tentant de devenir une baguette. Retour au présent, Workner explique à ses élèves ce que signifie l'ascension de la tour. Il s'agit généralement d'accéder à l'institut supérieur pour devenir l'un des Magiavandés. Pour régner comme eux depuis le dernier étage, une personne doit être reconnue par le plus haut centre d'apprentissage. Il y a deux façons principales de progresser, l'une consiste à créer un nouveau type de magie, l'autre à gagner au moins 7200 crédits à l'académie. Seules quelques rares personnes ont réussi à créer un nouveau type de magie, ce qui signifie que la majorité des étudiants doivent se contenter de gagner des crédits. Workner réprimande tous ses élèves, car ils ne réussissent même pas à obtenir leur diplôme, et encore moins à atteindre l'institut supérieur. Après le cours, Colette constate que Phil est épuisé et évoque le fait que tout le monde parle de la difficulté du cours du professeur Workner. Workner est particulièrement dur avec Phil, mais Phil sait que c'est parce qu'il a complètement échoué en orthographe. Phil refuse cependant de se laisser décourager, car il pense que le fait d'avoir échoué ne signifie pas qu'il ne doit pas travailler dur. Phil est reconnaissant à Workner de donner des cours supplémentaires à ses élèves, car certains professeurs, comme le professeur Edward, ne semblent pas s'en préoccuper. À ce moment-là, ils entendent les amis de Sion raconter à tout le monde que Sion a vaincu tout seul une sentinelle maléfique. Ses amis admettent avoir été submergés par la bête, mais lorsqu'ils se sont réveillés, Sion avait tué la sentinelle. Tout le monde pense que Sion va devenir l'un des 3 meilleurs élèves de l'école grâce à cela, mais Sion est furieux car il sait ce qui s'est réellement passé. Sion aperçoit Phil, il se précipite vers lui et lui fait part de son incrédulité. Phil est censé être un loser sans talent, mais il était capable de se battre très bien. Colette interrompt l'altercation, mais Phil ne lui dit rien de ce qui s'est passé. Dans le bureau du directeur, Edward, furieux, exige que Phil soit renvoyé. Coldron fait remarquer que Phil est déjà dans sa 6e et dernière année à l'école, et qu'il serait cruel de l'expulser alors qu'il est arrivé jusqu'ici. Mais Edward est furieux, car il pense que l'académie n'a pas besoin d'un guerrier et non d'un mage. Être capable de surpasser la magie sans pouvoir l'utiliser est pour lui un blasphème. Coldron vérifie les notes de Phil et explique qu'il est plus qu'excellent dans tous les domaines autres que la magie, à tel point que Phil a le choix entre plusieurs voies en dehors de celle de Magiavandé. Elle déclare que l'académie a la responsabilité de produire de grands érudits pour ce qu'elle appelle le Fadet Day. Cela ne fait qu'enhardir Edward, qui explique que le problème est que Phil est déterminé à devenir un Magiavandé. Ce fait est clair pour tout le monde, donc Coldron comprend son point de vue et déclare que Phil doit être testé. De plus, comme Edward a appris le secret de Phil, elle lui demande d'administrer personnellement le test à Phil. Si Phil échoue au test d'Edward, elle lui confiera le soin de l'expulser. Même Edward est surpris par sa décision et lui rappelle qu'il n'est pas aussi indulgent que Workner. Coldron n'est pas inquiet, elle lui laisse le soin de décider du contenu de l'examen, et Edward s'en va avec un sourire sinistre. Elle veut donc qu'Edward teste Phil aussi durement qu'il le peut pour qu'il puisse voir la vérité de ses propres yeux. Elle pense qu'Edward est le meilleur pour ce travail car il comprend la Magiavandé mieux que quiconque, et c'est pourquoi les gens l'appellent le mage vipère noir. Ailleurs, Phil s'excuse auprès de Colette parce qu'elle doit toujours l'aider à faire des choses magiques qu'il ne peut pas faire lui-même, comme ouvrir son casier à serrure magique. Colette n'y voit pas d'inconvénient, mais elle remarque qu'il garde toujours son épée dans son casier. Phil explique qu'il est obligé de le faire parce qu'il n'a jamais eu l'autorisation de la porter sur le campus. En salle d'études, Phil rédige un rapport sur l'une de ses batailles préférées. Les nains ont été effacés d'un autre monde et ils ont été sévèrement maltraités. Ils étaient surchargés de travail et même moins bien traités que les elfes. C'est pour cette raison qu'ils ont levé une armée et fait la guerre. Colette aimerait qu'il ne travaille pas autant, mais Phil lui explique que s'il perd ne serait-ce qu'un seul crédit, il ne pourra pas passer à l'institut supérieur. Ce rapport n'est cependant pas trop mauvais, car il peut comprendre ce que les nains ont ressenti. En effet, même face à la magie la plus puissante, ils ont continué à se battre. Ils n'ont jamais abandonné, et c'est cette détermination qui, selon Phil, est nécessaire pour vaincre la magie. Le professeur Workner lui a enseigné ce dicton, et c'est une raison de plus pour laquelle Phil doit faire de son mieux. Colette remarque alors que Phil a un cheveu blanc. Il rejette sa proposition de l'arracher, mais elle insiste. C'est alors qu'Edward les interrompt et demande à Phil de l'accompagner à la salle des sortilèges. Edward explique qu'il ne peut pas permettre à Phil de continuer à échouer en orthographe, et qu'il a donc décidé de lui donner une leçon supplémentaire. Phil est choqué et Edward lui dit d'être reconnaissant.
Il déclare qu'il s'assurera lui-même de la valeur de Phil, mais Phil est choqué quand Edward utilise une attaque magique contre lui. Edward explique simplement que la mission de Phil est de lui asséner un seul coup, et que le refus n'est pas une option. Cependant, si Phil réussit, il lui accordera ses premiers crédits d'envoûtement. Phil est stupéfait de recevoir 5 crédits de sortilège, mais Edward lui révèle que s'il échoue, il sera expulsé de l'académie. Edward prépare sa prochaine attaque et déclare que ceux qui n'ont pas de talent ne devraient même pas être autorisés à regarder le Magia Vendée. Edward a donné à Phil une raison de se battre, il décide donc qu'il est temps de commencer, et il déclenche l'attaque. De retour dans le bureau du directeur, Coldron révèle à Workner ce qu'elle a fait. Elle explique à Workner, choqué, qu'Edward effectue un test et qu'il n'a pas le droit d'intervenir. Coldron a reconnu la défense de Phil par Workner, mais elle doit aussi tenir compte des préoccupations d'Edward. Elle a déjà décidé qu'Edward déterminerait si Phil est digne d'essayer de devenir un Magia Vendée. Workner a du mal à comprendre à quel point son choix est cruel, car Edward est la personne la plus proche de devenir un Magia Vendée. Edward a déjà été vaincu, mais il est toujours un ascendant, il a déjà atteint le sommet de la tour. Edward fait maintenant la démonstration de ses redoutables capacités, et Phil est choqué qu'il ait pu générer autant de puissance en utilisant qu'un sort de magie noire de bas niveau. Phil n'est pas en reste et fait preuve d'une vitesse incroyable, mais son coup de pied est arrêté et Phil réalise que la défense d'Edward est imprenable. Edward se moque de Phil pour avoir donné un coup de pied à un bouclier magique et le traite de désespéré. Phil est repoussé par une puissante attaque, et il est stupéfait de voir qu'Edward lance des sorts sans incantation, qu'il s'active instantanément, et qu'il n'y a aucune faille dans l'attaque ou la défense d'Edward. Les choses ne s'annoncent pas très bien pour Phil qui se rend compte qu'il ne peut même pas égratigner Edward, et nous voyons que le familier de Phil, Kiki, s'enfuit. Edward, confiant, annonce que la seule magie qu'il utilisera sera ses flammes noires pour brûler Phil et son bouclier pour repousser les attaques de volaille de Phil. Edward prépare sa prochaine attaque et Phil est horrifié de voir qu'il chevauche un seul sort. L'attaque était extrêmement puissante la première fois, mais maintenant il va en lancer un barrage. Edward déclare que les sans talents doivent disparaître, et il déclenche l'attaque. Il est impossible d'échapper à l'attaque, et Phil est frappé à plusieurs reprises tandis qu'Edward fait preuve d'un immense contrôle de sa magie. Phil est en très mauvaise posture et commence à comprendre qu'il ne peut pas battre Edward. Il est choqué de voir à quoi ressemble un mage de haut niveau, et Phil regrette de ne pas avoir son épée. Non loin de là, Colette s'inquiète pour Phil après avoir appris qu'il allait prendre des cours supplémentaires avec Edward. Elle craint le pire, mais elle est surprise lorsqu'elle voit le familier de Phil. Kiki est blessée, mais elle gratte encore le casier de Phil, et Colette comprend que quelque chose de grave est arrivé à Phil. Kiki est manifestement bouleversée et Colette ouvre d'urgence le casier de Phil. De retour avec Phil, Edward lui fait remarquer que s'il ne peut pas gérer quelqu'un comme lui, alors Phil n'a aucune chance de devenir un jour un Magia Vendée. Edward évoque ensuite la guerre des nains et explique qu'ils ont bêtement déclenché une rébellion avec la force de 10 000 nains. Il demande ensuite à Phil s'il sait combien de mages il a fallu pour mettre fin à la bataille. Phil tente de se lever, mais Edward le force à s'asseoir et lui révèle avec colère qu'il n'a fallu qu'un seul mage. D'un simple coup de baguette, un seul mage a pu anéantir 10 000 guerriers nains. Edward déclare avec colère que le monde est ainsi fait et qu'une épée n'atteindra jamais une baguette. Il veut que Phil abandonne ses aspirations, mais Phil refuse et annonce fièrement qu'il veut atteindre la Magia Vendée. Edward le repousse et exige de savoir ce qui pousse Phil à se battre avec autant d'acharnement. À ce moment-là, Phil se lève avec défi et déclare qu'il veut être avec la personne qu'il aime. Cette réponse choque Edward au plus haut point, et Phil poursuit en disant qu'il veut tenir la promesse qu'il a faite à Elfaria. Edward est dégoûté et refuse de croire que c'est quelque chose d'aussi simple que l'amour qui pousse Phil à atteindre le sommet de la magie. Phil comprend à quel point cela doit paraître insensé à Edward, mais il ne se soucie pas de la difficulté du chemin, il est déterminé à voir le coucher de soleil avec Elfaria. Colette arrive à point nommé et donne son épée à Phil. Phil la remercie et se prépare à un vrai combat. Edward traite Phil de déviant et lui fait remarquer qu'il ne peut pas gagner avec l'épée. Edward promet de vaincre Phil en lançant une nouvelle attaque, mais il est stupéfait de voir Phil trancher sa magie. Cela montre clairement qu'il utilise une lame de la Moria, mais Edward s'en moque et lance une nouvelle attaque. Phil est terrifié car il sait qu'Edward va lancer un nouveau tir de barrage. En effet, il s'agit d'une terrifiante volée de 1000 flammes. Phil ne peut s'empêcher de trembler en reconnaissant qu'Edward est une barrière puissante entre lui et le Magia Vendée. Phil veut vraiment s'enfuir, mais il sait que c'est le seul moyen de franchir la barrière. Edward déclare que le combat est terminé en lançant son barrage d'attaque magique, et Colette appelle Phil qui est en train de charger. Phil manœuvre magistralement à travers les attaques et pense que l'histoire de la guerre des nains n'est pas tout à fait la même. Il y avait un brave général nain nommé Gareth qui s'est battu même s'il a perdu tous ses camarades. Malgré tout ce qui se passait autour de lui, il a réussi à porter un seul coup. Après la bataille, en l'honneur de sa bravoure, les mages ont reconnu le statut du nain. À ce moment-là, Phil lance une brique sur la barrière d'Edward, qui vole en éclats. Phil s'envole alors vers le ciel et déclare que l'histoire du nain est l'exemple d'une épée qui voit une baguette et l'atteint.
Phil utilise le plafond comme rampe de lancement et se propulse à travers la barrière d'Edward en la tranchant. Le combat atteint alors sa conclusion dramatique lorsque les deux combattants pointent leurs armes l'un vers l'autre. Edward est alors stupéfait et furieux lorsqu'il réalise que Phil l'a coupé. Il s'éloigne, mais déclare que Phil est récompensé par 5 crédits. Colette se précipite pour voir si Phil va bien, mais il est complètement épuisé. Coldron est très impressionné par Phil, et Workner souligne que Phil a choisi de plonger directement dans le barrage d'Edward. Il s'est caché et a attaqué à partir d'un angle mort au-dessus de sa tête. Ce n'est pas tout, car Coldron souligne que Phil a utilisé un coup suffisamment puissant pour briser le bouclier d'Edward. Phil a réussi à utiliser une attaque tranchante capable de vaincre la magie, et Coldron, stupéfaite, déclare que c'est vraiment comme si Phil était imperturbable. Un autre retour en arrière montre Phil recevant ses lunettes des mains d'Elfaria. C'est à ce moment-là qu'elle lui a fait ses derniers adieux, et Phil a déclaré qu'il parviendrait lui aussi à la tour. Même s'il ne peut pas utiliser la magie, et même si tout essayait de les séparer, Phil s'est juré de venir la chercher quoi qu'il arrive. Elfaria fut choquée quand il dit qu'ils verraient le coucher du soleil ensemble, et elle promit de l'attendre, peu importe le temps que cela prendrait. Workner les regarde se séparer et Phil lui dit que ce sera la dernière fois qu'il pleurera comme un perdant pathétique et sans espoir. De retour dans le présent, Phil se décrit comme un sans talent et un élève qui n'excelle que dans l'écriture. Phil est un étudiant, mais c'est aussi un travailleur acharné. À ce moment-là, Phil trébuche mais fait preuve d'une vitesse et d'une coordination étonnante en rattrapant facilement tous ses journaux tombés à terre. Elfaria fait la une des journaux pour avoir réussi à créer une nouvelle magie originale. En fait, elle est la première à avoir réussi l'exploit d'inventer 12 magies. Phil est bien sûr très fier, et il se promet de travailler dur lui aussi. Mais il est choqué lorsqu'il apprend qu'Elfaria a envoyé un ordre. Phil se précipite chez son ami Rosti et le supplie de lui fabriquer des objets magiques. Phil se prépare d'urgence et explique tout à Rosti. L'ordre est de collecter des noyaux de glace de Frostwalker car Elfaria a besoin de beaucoup de catalyseurs magiques. Pour cette raison, les étudiants qui participent à l'opération seront dédommagés. La cible se trouvant au 4e étage du donjon, Phil supplie Rosti de lui donner des objets magiques. Rosti est un bon ami et explique qu'il a déjà amélioré la version précédente d'un objet magique. Rosti lui remet la nouvelle version et Phil remercie son ami. Rosti veille toujours sur Phil, il s'assure qu'il mange quelque chose et lui rappelle de prendre soin de lui. Peu après, Phil arrive au 4e étage du donjon. Il y trouve une tonne d'étudiants, mais il s'y attendait car un ordre d'Elfaria est très important. Phil annonce à Kiki qu'il est temps de commencer, mais il est surpris par la secousse du sol. Cette secousse a été provoquée par Sion qui a éviscéré quelques marcheurs du givre, et les amis de Sion l'encouragent. Mais Sion ne se contente pas de détruire des faibles comme ça, car il est encore bouleversé par la force de Phil lorsqu'il l'a sauvé. Phil, quant à lui, est très impressionné par Sion et décide qu'il doit se dépêcher car, à ce rythme, il ne restera plus de marcheurs du givre à chasser. Cette zone étant très fréquentée, Phil n'a d'autre choix que de s'enfoncer dans le donjon. Phil finit par trouver une fille en danger et la sauve. La jeune fille est stupéfaite car Phil n'utilise pas de magie et se contente de détruire les monstres à l'aide d'une épée. La jeune fille le remercie de l'avoir sauvée et se présente sous le nom d'Iris. De retour à l'académie, le professeur Workner explique que la création d'une nouvelle magie est une réussite profonde, si grandiose qu'elle garantit l'accès inconditionnel à la tour. La magie porte généralement le nom de la personne qui l'a créée, et dans le cas du sort de magie noire d'Axe d'Arbican, son homonyme est un mage des temps anciens, Fear Watchman d'Arbican. Cela signifie que si l'un de ses élèves trouve une nouvelle magie, il peut graver son nom dans l'histoire. Un élève se demande si Elfaria est vraiment aussi douée qu'on le dit, et Workner reconnaît qu'elle est incroyablement douée. Elle est l'un des plus grands mages de l'histoire, puisqu'elle est l'auteur de 12 sorts originaux, ce qui est inouï. Colette n'arrive pas à croire qu'Elfaria est l'amie d'enfance de Phil, et Elfaria met toute l'école en émoi après avoir donné un ordre. L'amie de Colette la taquine parce qu'elle est manifestement jalouse, et elle dit que Colette doit avoir peur qu'Elfaria lui vole Phil. Colette le nie, mais Workner leur reproche d'être trop bruyante. Colette prend un moment pour penser à Phil, et elle se demande s'il est de nouveau dans le donjon à cause d'Elfaria. Phil est là, bien sûr, et Iris dit qu'elle le reconnaît comme le gamin de l'école qui n'a aucun talent. Phil se demande pourquoi elle n'a pas de mépris pour lui parce qu'il n'a pas de talent, mais Iris dit qu'elle ne peut pas mépriser la personne qui l'a sauvé. Elle sait qu'il ne peut pas utiliser la magie, mais elle respecte les gens qui ont leur propre don. Phil voit qu'elle est quelqu'un de bien, et elle déclare qu'elle veut devenir une magie à Vendée, l'une des personnes qui soutiennent le ciel. Phil nous explique alors que personne ne connaît le vrai ciel, et qu'aujourd'hui encore, le monde est caché. Les remarquables énergies magiques des magies à Vendée occultent tout, créant un faux ciel et la grande barrière. La légende dit que lorsque la barrière tombera, le monde sera à nouveau enveloppé de ténèbres et la calamité commencera. Les élèves s'efforcent de respecter les ordres, car ils pensent que cela aidera à soutenir le ciel. C'est alors qu'Iris révèle qu'elle a déjà rencontré Elfaria. Iris était seule dans le donjon et a fini par avoir des ennuis. Cela ressemble beaucoup à la façon dont Phil a rencontré Iris, il suppose donc qu'elle a beaucoup d'ennuis.
Iris raconte qu'elle était entourée de monstres et que sa vie a commencé à défiler devant ses yeux. L'instant d'après, Elfaria se tenait devant elle après avoir gelé tous les monstres. C'est un très beau souvenir pour Iris, et elle se promet de faire de son mieux pour Elfaria. C'est pourquoi elle est venue au donjon aujourd'hui, mais elle craint que tous les autres élèves aient déjà éliminé tous les marcheurs du givre. Elle n'arrive pas à en attraper un seul avec sa magie de recherche, mais elle remarque que Phil fait quelque chose de son côté. Il explique que lorsque les marcheurs du givre se déplacent, ils laissent des fragments de glace derrière eux. Or, ceux qu'ils trouvent sont 2 fois plus gros que les fragments normaux. Il est donc persuadé qu'il y a un marcheur de glace très puissant à l'horizon. Iris est choquée par le fait qu'il puisse savoir tout cela sans magie. Phil lui explique que la magie est certes excellente, mais qu'elle n'est pas absolue. Phil a quelques connaissances et une certaine sagesse, et il déclare que l'expérience peut compenser le reste. Phil se prépare au combat et Iris est stupéfaite lorsque le marcheur de givre géant apparaît. Phil utilise son incroyable vitesse pour l'empêcher de se faire écraser, et Iris est terrifiée de voir que le monstre est en fait ce qu'on appelle un Frost Rex. Comme Phil l'avait prédit, il s'agit d'un monstre très puissant, qui montre à quel point il est terrifiant en poussant un puissant rugissement. Le Rex de givre est la forme la plus élevée du marcheur de givre, et il vaut 6 crédits. Il s'agit également d'un monstre spécial, spécifique au 4e étage. À ce moment-là, Phil doit esquiver l'attaque de son rayon, qui transforme tout ce qu'il touche en glace. Phil dit à Iris d'attendre pendant qu'il se bat, mais elle s'inquiète pour lui et lui explique que les attaques physiques ne fonctionnent pas sur un Frost Rex. Tout ce qui le touche gèle instantanément, donc le combat rapproché est une mauvaise idée. Le seul moyen d'affronter un de ces monstres est d'utiliser des attaques magiques à longue portée, et Iris supplie Phil de ne pas se battre. Phil lui dit en toute confiance de ne pas s'inquiéter et lui explique qu'il a déjà combattu des monstres de ce type à de nombreuses reprises. Phil prépare les objets magiques que son ami lui a donnés et s'envole vers le ciel. Il esquive les attaques du monstre et se déplace sur le champ de bataille. Le Frost Rex le perd de vue et l'attaque dans toutes les directions, obligeant Iris à se mettre à l'abri. Phil se met en position et lance l'objet magique sur le monstre. Les objets s'accrochent à la bête et sont attachés à une corde. La bête tente de frapper Phil avec son rayon, mais c'est inutile car Phil est déjà en mouvement. Phil utilise sa vitesse folle pour éviter de se faire attaquer, et il enroule la corde autour de la bête. Le Frost Rex continue d'essayer d'attaquer, mais Phil a déjà fini de le couvrir de cordes, et il pense au fait que les monstres Frost Rex sont faibles contre le feu et les attaques explosives. Le Frost Rex utilise son attaque la plus puissante pour geler tout ce qui se trouve aux alentours, et il commence à transformer Phil en glace. Mais il est trop tard, car Phil a terminé ses préparatifs. Il utilise le dispositif qu'il porte au poignet pour créer une flamme et enflammer la corde. Le feu se propage tout autour du monstre et fait exploser les objets magiques. L'explosion est incroyablement puissante, et lorsqu'elle se termine, il ne reste presque plus rien du Frost Rex. Phil remercie Rosti d'avoir fabriqué de si bons objets magiques, et il compte bien remercier son ami plus tard. Iris est en admiration devant lui, mais son attitude se transforme rapidement en quelque chose de beaucoup plus sérieux. Phil est connu pour ne pas avoir de talent, alors ce qu'elle vient de voir n'a aucun sens pour elle. Phil n'est pas du tout comme le disent les rumeurs, et elle se dit qu'elle va devoir rapporter cela à quelqu'un. À ce moment-là, Phil dit qu'ils ont beaucoup de carottes de glace, et Iris redevient son autre personnalité en convenant qu'il est temps de sortir du donjon. Une fois seule, Iris montre son vrai visage, et elle pense à l'impressionnant Phil qui a utilisé sa créativité pour compenser son incapacité à utiliser la magie. Il a également le sens du combat et l'expérience. Elle détermine que même s'il n'est pas un mage, il est sans aucun doute un puissant guerrier. C'est à ce moment-là qu'Iris rencontre le magia Vendée. Ils étaient en train de se réunir pour discuter de la nécessité d'avoir plus de plans prometteurs pour le jour du destin, car ils ne peuvent pas permettre que ce qui a été écrit dans la tradition se réalise. Iris est connue comme l'observatrice, et il lui demande si elle a trouvé quelque chose d'utile. Iris révèle qu'elle a trouvé un candidat intéressant, un guerrier sans talent nommé Phil, qu'elle recommande maintenant pour un poste dans la tour. Certains magia Vendée pensent que c'est une très mauvaise idée, mais Zoé, l'homme aux cheveux blancs, pense que ce serait intéressant. Certains d'entre eux pensent que Phil leur serait inférieur, mais Zoé dit qu'il accepterait n'importe qui, pourvu qu'il soit utile. Eleanor le traite de barbare, mais un certain Cario les empêche de se battre. Il leur fait remarquer que le festival des grands maîtres approche et qu'ils peuvent attendre de voir les résultats pour prendre une décision au sujet de Phil. Les magia Vendée conviennent que les étudiants utiles seront révélés pendant le festival, et ils commencent à partir. Elfaria reste en arrière et promet à nouveau d'attendre Phil. Un peu plus tard, nous assistons à l'examen des élèves et nous apprenons qu'il faut au moins 7000 crédits pour accéder à l'institut supérieur. C'est aussi une condition sine qua non pour devenir un magia Vendée. Les élèves se battent contre des choses qui ressemblent à des sentinelles, et Colette montre ses talents de combattante. Sion fait de même en détruisant un golem, et on annonce qu'ils ont tous les deux réussi l'examen. Colette a maintenant 7300 crédits, et Sion 9800. Phil combat lui aussi un golem, mais on se moque de lui parce qu'il a essayé de le frapper au lieu d'utiliser la magie.
Phil est distrait par des élèves et finit par être vaincu. Les moqueries ne font qu'empirer car les élèves disent qu'il ne peut pas utiliser la magie et qu'il ne peut même pas égratigner un golem. Un couple d'élèves étonne ensuite tout le monde par ses capacités. La fille s'appelle le Hannah et le garçon Wignal. Leur magie est très impressionnante et ils parviennent facilement à vaincre un golem. Ils réussissent tous les deux l'examen, et chacun d'entre eux dispose désormais d'un total de 10 020 crédits. Un autre homme s'avance et utilise la magie de glace pour attacher des cristaux de glace à plusieurs golems. Ces cristaux se transforment en fleurs de glace, et le type gèle facilement plusieurs golems. Il s'appelle Julius et les autres élèves sont étonnés qu'il ait pu geler leur golem. Julius réussit l'examen comme les autres meilleurs élèves, mais il n'a que 10 050 crédits. Julius déclare la guerre aux autres meilleurs élèves, et ils utilisent leur capacité pour détruire sa fleur de glace en acceptant son défi. Tous les autres élèves sont impressionnés par ces trois-là, car il est déjà confirmé qu'ils iront à l'institut supérieur. Ils sont également les seuls à avoir des crédits supérieurs à 10 000. Les crédits servent à mesurer le potentiel d'un élève, mais Phil n'en a pas assez pour obtenir son diplôme, et encore moins pour accéder à l'institut supérieur. C'est la dernière année de Phil à l'école, et il n'a que 5 500 crédits. Julius insulte Phil et lui ordonne de ne plus jamais être en sa présence. Les amis de Julius ne tarissent pas d'éloges sur lui et sont persuadés qu'il sera repéré lors du prochain grand festival magique. Phil les entend et n'arrive pas à croire que c'est déjà l'heure du festival. Au déjeuner, Colette explique à Phil qu'il n'a d'autre choix que de se faire repérer au festival. En effet, il n'est pas réaliste d'accéder à l'institut supérieur uniquement grâce à l'écriture et à la pratique. Il n'a pas les 7000 crédits requis, mais il a encore une chance d'être repéré pour pouvoir monter dans la tour. Phil est d'accord avec elle, mais elle n'est pas la seule à avoir cette idée. Tous les autres étudiants tentent de renverser la situation pour eux-mêmes, et ils seront en quête de sang pendant le festival. Le grand festival de magie a lieu tous les 2 ans. Plusieurs concours sont organisés et de hommages descendent de la tour en tant qu'éclaireurs. C'est un concours entre les élèves des différentes factions de la tour, et ils sont nombreux. Colette est sûre que si l'une de ces factions choisit Phil, il sera sûrement admis comme membre de la tour. Phil sait que cela n'arrive presque jamais et qu'il devrait faire des prouesses magiques qui feraient honte à un grand mage. Mais ce n'est pas tout, car Colette explique qu'il existe des personnes appelées veilleurs qui s'emparent des talents exceptionnels et les emmènent à la tour. Phil a entendu parler de ces veilleurs, mais il précise qu'ils ne sont que l'une des 7 légendes de l'académie. Phil ne pense pas qu'un jeune homme sans talent comme lui doive essayer de se faire remarquer au festival, il prévoit donc d'aider aux opérations. Colette pense que c'est l'occasion pour lui de changer la façon dont les gens le voient, mais Phil lui rappelle que les gens n'ont pas aimé sa façon de concourir lors du dernier festival, il y a 2 ans. Ce festival a été considéré comme le pire de l'histoire, et Phil dit qu'il s'est fait remarquer pour les mauvaises raisons. À l'extérieur, tout le monde s'entraîne à la magie et on commence à sentir que le festival approche vraiment. Heureusement pour Phil, des éclaireurs d'autres capitales viendront, et même s'il ne peut pas monter dans la tour, il pourra emprunter d'autres chemins. Le festival est un excellent moyen pour les élèves de montrer ce dont ils sont capables, c'est pourquoi Colette veut que Phil y participe, mais il lui fait remarquer qu'il ne sait même pas utiliser la magie. À ce moment-là, Colette remarque qu'une barrière a été placée sur un casier voisin. Colette est presque sûre de pouvoir briser le puissant sortilège, mais elle utilise Kiki pour l'enlever discrètement. En ouvrant le casier, elle découvre un escalier caché et décide de l'explorer. En bas, elle découvre des étudiants qui parient sur les vainqueurs de certaines épreuves du festival. Il s'agit de jeux d'argent clandestins, et les élèves parient sur les meilleurs d'entre eux. Phil est choqué de voir Sion là, et Colette prend les devants pour éviter que Sion ne crée des problèmes. Elle l'avertit de ne pas devenir violent, et Phil se demande ce que Sion fait là. Sion ne répond pas, mais ses amis idiots disent que ce n'est pas comme s'il essayait de voir quelles sont les chances de gagner, parce qu'il y a des rumeurs selon lesquelles il y a un écart énorme entre lui et les meilleurs étudiants. Sion gronde ses amis idiots et Colette se moque de lui parce qu'il s'inquiète pour les meilleurs élèves. Sion, bien sûr, n'y est fait remarquer que le nombre de crédits qui lui manquent par rapport à eux ne sont que des crédits qu'il a perdus en passant des examens. Il est sûr qu'il est aussi fort que les meilleurs élèves, mais il se souvient qu'il n'a pas à se justifier auprès de Phil. Le lendemain, Colette propose à Phil de l'accompagner au donjon, mais il explique qu'il va travailler à la taverne. Cette taverne se trouve à la périphérie de la capitale de la magie, dans la rue Slumland. Cet endroit est rempli de nains, et Phil y travaille comme serveur. Phil parle au gars qu'il voit lorsqu'il livre les journaux, et ce gars n'arrive pas à croire à quel point Phil est un travailleur acharné. Phil livre des journaux le matin, va à l'académie le jour et sert les tables le soir. Phil explique qu'il n'a pas de bourse et qu'il doit travailler dur pour payer ses études. Le vieil homme pense que le grand festival de magie peut tout arranger pour Phil, mais ce dernier lui répond qu'il ne pourra jamais y participer. Phil est réprimandé pour s'être relâché, et son patron lui fait remarquer que Rusty travaille beaucoup plus dur. Phil s'excuse d'avoir besoin de son aide au travail, mais Rusty n'y voit pas d'inconvénient, car il aime relever le défi de travailler sans magie. L'un des serveurs démissionne et Rusty aide Phil à la dernière minute. L'endroit devient encore plus animé, et tous les nains montrent comment Phil s'entend avec tout le monde. Plus tard,
Rusty se demande pourquoi Phil ne demande pas à Workner de lui trouver un travail mieux rémunéré. Phil explique qu'il cause déjà suffisamment d'ennuis à Workner et que cela ne le dérange pas de travailler pour les nains. Ce sont des gens chaleureux que Phil respecte beaucoup, et ils l'ont accueilli à bras ouverts. À ce moment-là, Phil fait tomber une cuillerée, alors qu'il l'attrape, Julius entre dans la pièce. Julius insulte la taverne qui a l'air dégoûtante et se moque de Phil qui y travaille. Il pense que c'est une bonne chose, car il est normal qu'un incapable comme Phil serve des nains barbares. Le vieux nain est insulté, et Julius se demande ce que signifie son regard. Julius lui rappelle qu'il s'agit d'une race inférieure qui a immigré d'un autre monde. Il leur dit de prendre leur place et s'assoit. Le monde des nains a été détruit par l'hôte céleste il y a longtemps, et les nains se sont échappés vers ce monde. Julius continue d'insulter la taverne et exige d'être servi. Contrairement aux elfes, les nains sont traités avec dédain, et si un nain mettait la main sur un mage, sa position serait immédiatement menacée. La tension monte car le vieux nain est visiblement contrarié, et Rusty apporte de la nourriture à Julius. Julius et ses amis insultent également la nourriture, car ils pensent qu'elle n'a de goût que pour un barbare. Julius traite alors les nains de bêtes immondes et leur dit de quitter son pays. La bande de grossiers personnages rigole bien, mais Rusty remarque que Phil est devenu très sérieux. Julius et ses amis pensent que Phil est là pour les attendre, mais Phil exige qu'ils retirent tout ce qu'ils ont dit. Julius est agacé, mais Phil explique que la nourriture naine a beaucoup de sens. Phil déclare qu'il ne faut pas se moquer de cette nourriture, et tout le monde est choqué. Julius fait remarquer qu'aucun d'entre eux ne peut utiliser la magie et explique que si quelque chose est dégoûtant, il le qualifiera de dégoûtant. Julius donne alors un coup de pied dans la nourriture de Phil, et ses amis disent à Phil de ne pas avoir l'idée de se défendre. Mais ces idiots se sont trompés de cible et Phil fait tomber les deux amis de Julius d'un seul coup. Phil les assomme d'un seul coup et dit à Julius que la sauvagerie qui règne entre eux est plus insensée que celle des nains. Julius devient furieux et explique qu'il n'a pas connu une telle humiliation depuis très longtemps. La rage de Julius se manifeste par sa puissance, et la pièce commence à geler. Il prévient Phil qu'il vient de se battre avec la pire personne possible, et Phil parvient de justesse à esquiver l'attaque dangereuse de Julius. Les choses s'intensifient et Julius parvient à plaquer Phil contre le mur. Julius utilise alors sa baguette pour narguer Phil en poussant l'une de ses fleurs de glace, mais il est choqué de voir que Phil est toujours défiant. Julius décide que l'enfermement de Phil ne suffira pas à l'apaiser car personne n'est là pour le voir. Il exige que Phil participe au grand festival magique afin de pouvoir l'humilier devant tout le monde. Phil détruit une partie de la glace de Julius et déclare qu'il participera au festival. Le vieux nain essaie d'arrêter Phil, mais Rusty voit bien qu'il est trop tard, car Phil est vraiment en colère. Julius déclare qu'il va vaincre Phil et faire en sorte qu'il ne puisse plus rester à l'académie. Phil en a assez de ce type et lui dit qu'il devra s'excuser auprès de ses amis une fois qu'il l'aura battu. Un peu plus tard, le directeur prononce un bref discours et annonce le début du grand festival de magie. Les éclaireurs de la faction du feu sont invités à ouvrir l'œil afin de trouver un diamant brut parmi tous les participants. Les spectateurs observent ensuite les participants monter sur des Charizards pendant l'un des matchs. Les spectateurs sont stupéfaits par l'intensité de la course, mais il est clair pour eux que le Hana va gagner. C'est ce qu'ils attendaient de celle qu'ils appellent « Mademoiselle Parfaite », parce qu'elle est au sommet de l'école. Le directeur Coldron observe la foule et se réjouit de voir que les scouts sont mêlés à la foule, les yeux brillants. Iris fait remarquer que les mages qui viennent de l'extérieur de la tour créent toujours une certaine tension. Les scouts organisent maintenant leur propre concours pour trouver les élèves les plus prometteurs de l'académie. Le Hana, bien sûr, remporte la course dans le ciel en un temps record, et c'est la deuxième fois qu'elle gagne d'affilée. Iris dit qu'elle doit partir pour l'instant, car elle a du travail à faire. Iris change alors de personnalité pour dire qu'elle doit encourager une certaine personne. Près de là, Sion se prépare pour son match et pense qu'il ne peut pas laisser tomber une fille dans le besoin. Un coup d'œil en arrière montre Colette qui lui a demandé de l'aide, même si elle détestait cela. Colette lui demande de rejoindre son équipe, et Sion accepte. Sion se précipite alors pour la rencontrer, et il se dit que Colette a finalement réalisé qu'il était un meilleur partenaire que Phil. Sion est alors, bien sûr, choqué de voir que Phil fait également partie de leur équipe. Pour participer au match de l'attaque de la couronne du festival, chaque équipe doit avoir au moins 21 000 crédits combinés, donc pour que Phil puisse participer, leur seule option était d'inviter Sion. Sion refuse d'aider un, sans talent, et se demande pourquoi Phil essaie de participer à un événement de haut niveau. À ce moment-là, Sion ressent des frissons dans le dos lorsque Julius entre dans la pièce. Phil le regarde froidement et Sion comprend que ce n'est pas pour lui. Colette révèle alors à Sion qu'il s'est passé quelque chose entre Julius et Phil. Julius est entré dans le match Crown Attack, et Phil a décidé qu'il devait l'affronter quoi qu'il arrive. Sion est furieux car non seulement Phil l'a humilié dans le donjon, mais en plus il lui fait les yeux doux. Le festival se poursuit à l'extérieur, et les deux annonceurs sont un certain Mike et le professeur numéro 1 et le plus détesté, Edward. Mike se plaint de devoir travailler avec Edward, mais il se reprend après qu'Edward ait montré à quel point il peut être terrifiant. Il est ensuite annoncé que le match de l'attaque de la couronne est le suivant, et des elfes préparent le terrain.
Il récite une incantation qui provoque la formation de cercles magiques géants partout, et leur puissance combinée modifie tout le paysage autour du stade. Contrairement aux autres épreuves, l'attaque de la couronne est une compétition par équipe qui se déroule entre des équipes de 3 personnes. Les équipes commencent par le bord extérieur du terrain et se dirigent vers le stade central. Au centre du stade se trouve une couronne, et le premier à s'en emparer gagne. Outre les obstacles naturels, les participants doivent également éviter des tonnes de pièges préparés par les professeurs de l'école. Il est permis de passer par le chemin le plus court et de gêner les autres équipes. Nous apprenons ensuite que, de toutes les épreuves du festival, l'attaque de la couronne est la plus brutale et la plus animée. Edward fait quelques commentaires, mais Mike l'interrompt et souligne qu'il s'agit d'un excellent test pour leurs brillants étudiants. Mike a entendu dire que les salles de jeu secrètes favorisent fortement les équipes de Wignall et de Julius. L'équipe de Phil est la moins populaire parce que Phil est un sans talent, et que la foule se moque de lui parce qu'il participe à l'attaque de la couronne. Les équipes commencent à partir, mais Workner est choqué de voir que Phil participe. Il tente de convaincre Phil de se retirer, mais ce dernier s'excuse et explique que même s'il devient la risée de tous, il veut gagner. Toutes les équipes sont en place et l'attaque de la couronne commence. L'équipe de Julius est la première à atteindre un piège, qui se révèle être un grand groupe de golems. C'est un obstacle de grande envergure, et les spectateurs se demandent s'ils vont survivre. À ce moment-là, tout le monde est stupéfait de voir Phil sprinter en direction des golems. La foule se moque de lui, car il a à peine réussi à égratigner un seul de ses golems pendant l'examen, et ils supposent qu'il court simplement jusqu'à la fin de sa vie. Ils ne savent pas que l'équipe de Phil est bien préparée, et Phil demande à Colette de faire ce qu'ils ont prévu. Colette utilise la magie de la terre pour recouvrir le bras de Phil de pierre, et il détruit complètement l'un de ses golems. Cela provoque une grande explosion d'énergie à l'intérieur du stade, et toute la foule ne sait plus où donner de la tête. Sion est incrédule tandis que Phil continue son barrage d'attaque, et Mike déclare que le premier à passer le gantelet de golem est le sans talent, Phil. Sion n'a jamais pu se pardonner d'avoir été sauvé par un type comme Phil, et il a donc fait tout ce qu'il pouvait pour devenir plus fort. Phil le surpasse toujours, ce qui rend Sion furieux. L'équipe de Phil a pris la tête, mais cela signifie qu'elle est la première à tomber sur le prochain piège. Phil utilise son immense force pour bloquer des rochers, et Colette utilise la magie pour invoquer plusieurs épées sur le champ de bataille. Phil utilise alors magistralement ses épées pour détruire tous les pièges qui les entourent. Il en reste un, mais Phil s'empresse de le détruire à son tour. Mike annonce qu'ils ont passé le deuxième piège et qu'il est impressionné par le cheval noir que l'équipe de Phil s'est révélé être. La foule refuse de croire que Phil est à l'origine de ses exploits et pense que tout cela est dû à la magie de Colette. Mais les scouts ne s'y trompent pas, car ils savent que Phil a une capacité d'élite à détecter et à déjouer les pièges. Edward intervient pour souligner que les mouvements de Phil sont ceux de quelqu'un qui passe tout son temps dans le donjon. Edward félicite Phil pour ses connaissances et son expérience, ainsi que pour ses incroyables réflexes. Le public est toujours sceptique, mais Iris encourage quand même Phil. Une équipe refuse de se laisser distancer par celle de Phil, mais elle finit par tomber dans un piège de plantes sauvages. Chacun fait de son mieux pour avancer, mais les pièges sont impitoyables. L'équipe de Phil a une avance considérable, et Mike se demande si sans talent, Phil sera vraiment le premier à atteindre le stade. Non loin de là, Julius entend l'agitation qui règne dans le stade et se demande ce qui se passe. Il vient de détruire un piège et son équipe l'informe que Phil est en tête. Ils craignent que Phil ne gagne, mais Julius n'est pas inquiet et dit à son équipe qu'il va s'en occuper. Peu de temps après, Mike annonce que l'équipe de Phil a atteint la dernière zone appelée les bois enchantés. Ici, Phil est confronté à un piège à cercle en chaîne, mais il utilise simplement une épée pour découper les cercles afin qu'ils se dirigent l'un vers l'autre. Les cercles se détruisent l'un l'autre, et Mike est stupéfait de voir à quel point Phil est imperturbable. C'est Edward qui a mis en place le champ de mine magique, il n'a donc rien à redire sur le fait que Phil l'ait franchi. Phil fonce, mais il sait que plus il se rapproche du stade, plus il risque de rencontrer d'autres équipes. Cela signifie que le véritable combat entre eux se déroulera dans la mer d'arbres. L'équipe de Phil étant en tête, il décide de monter une embuscade et d'attendre Julius. Mais à ce moment-là, Phil est empalé de justesse par un éclat de glace. Colette est choquée de voir que Julius est arrivé avant eux, et Phil se demande si son équipe ne se cache pas quelque part. Julius attaque alors avec un barrage d'éclats de glace, et Phil se rappelle qu'il doit se concentrer. Phil se prépare à attaquer, mais tout le monde est stupéfait lorsque Sion efface toute la glace avec ses flammes. Sion commence une incantation et Colette, consciente du danger, supplie Phil de s'éloigner. Mais il est trop tard, car Sion termine rageusement la préparation de son attaque, et Colette doit rapidement protéger Phil pour qu'il ne soit pas touché. L'attaque fait d'énormes dégâts et l'onde de choc est ressentie jusque dans le stade. Phil n'a aucune idée de ce qui vient de se passer, et il est horrifié par les dégâts causés par l'attaque. Sion demande à Julius de partir, car il ne fait que le gêner, et Colette comprend que Sion visait à la fois Julius et Phil. Sion explique qu'il a joué les gentils jusqu'à présent, mais qu'il est temps pour lui d'obtenir ce qu'il mérite. Sion demande à Phil de se battre contre lui, mais Phil est absolument abasourdi.
Phil veut savoir pourquoi Sion est si énervé, mais Sion lui répond qu'il n'a pas besoin de raison pour l'écraser. Colette tente d'arrêter Sion, mais Julius stoppe son mouvement avec un mur de glace. Phil s'inquiète lorsque Julius l'attaque, mais il doit se défendre contre Sion. Les attaques de Sion désarment Phil, qui tente de lui rappeler que ce n'est pas le moment de se battre. Sion refuse d'écouter et dit à Phil de ramasser son épée. Phil voit qu'il n'a pas d'autre choix, il lève son épée et se prépare au combat. Nous avons ensuite un aperçu du passé du point de vue de Sion. Sion était dégoûté par la simple vue de Phil, car il a toujours été une personne pathétique et sans talent. Sion ne supportait pas de le regarder tous les jours, alors il a décidé de rendre Phil moins pénible à regarder. Sion a enlevé un mot méchant que quelqu'un avait mis sur le dos de Phil et lui a dit qu'il lui permettrait d'être son sous-fifre. Sion s'est énervé lorsque Phil l'a ignoré, mais il a rapidement vu à quel point Phil était devenu insensible. Phil a froidement dit à Sion de s'éloigner de lui, et Sion méprise Phil depuis ce jour. De retour dans le présent, Phil court se mettre à l'abri tandis que Sion déclenche sa rafale d'attaque. Sion démontre l'immense contrôle qu'il a sur le feu en réussissant à attraper Phil avec. Phil se libère, mais Sion continue d'attaquer. Sion insulte alors Phil qui saute partout comme un animal sauvage qui ne pense qu'à sa survie. Il demande à Phil de l'attaquer à son tour, mais Phil refuse. Sion continue de l'exiger, mais Phil essaie de lui faire comprendre qu'ils font partie de la même équipe. Mais le plus important, c'est que Phil veut tenir sa promesse au nain, et qu'il ne peut donc pas prendre la peine de se battre contre Sion pour l'instant. Bien sûr, cela contrarie encore plus Sion, et Phil commence à se demander si combattre Sion est vraiment son seul choix. Mike et le public sont choqués de voir les coéquipiers se battre entre eux, et Mike demande à Edward ce qu'il pense de la situation. Edward dit qu'il est hors de question que les membres de l'équipe se battent entre eux, quelle qu'en soit la raison. Non seulement cela ruinerait leur chance de remporter le match, mais cela ferait aussi très mauvaise impression auprès des recruteurs. Edward trouve cela vraiment déplorable, mais Mike est stupéfait de voir à quel point Edward a l'air heureux en disant cela. Les recruteurs sont déçus car Sion était très prometteur en termes de notes, mais son comportement pendant le match leur fait comprendre qu'il n'est encore qu'un écolier. Rusty s'inquiète pour Phil, et Iris sort de nulle part pour se présenter. Iris se présente comme la personne qui peut s'entendre avec tout le monde, et elle continue d'encourager Phil. Rusty ne pensait pas qu'Iris était du genre à encourager quelqu'un, alors Iris explique qu'elle n'était pas vraiment intéressée par Phil lorsqu'elle a entendu parler de lui pour la première fois. Mais après l'avoir rencontré, elle se considère comme bénie. Rusty constate que beaucoup de gens semblent s'intéresser à Phil, y compris Colette. De retour au combat, Colette décide qu'elle doit se dépêcher d'empêcher Phil et Sion de se battre. Mais Julius la contrarie et elle doit se défendre contre ses attaques. Julius est un homme sournois, et Colette comprend qu'il a utilisé cette attaque pour faire diversion, et il déclenche un piège en dessous d'elle. À ce moment-là, tout le monde dans le Colisée est stupéfait de voir qu'il y a plusieurs Julius sur le champ de bataille. Julius a également intercepté toutes les autres équipes, et Wignall est impressionné qu'il ait pu aller jusqu'au bout de sa déclaration de guerre. Julius affirme qu'il va le détruire avec son arme secrète, mais il est choqué lorsque Wignall lui révèle qu'il attendait de lui rendre sa fleur. Cette fleur détruit Julius, mais ce n'était qu'un clone, et Wignall est impressionné de voir que Julius avait un tel tour dans son sac. C'est normal, puisque Julius a le potentiel pour devenir un magia Vendée. Mike perd la tête car il n'arrive même pas à expliquer ce qui se passe, mais il remercie Wignall d'avoir fait taire Julius. Une éclaireuse de la faction des elfes évalue la situation, mais elle considère que Wignall est tout simplement moyen, il ne dépasse pas les attentes et ne les déçoit pas. Cette femme, Shalia, est une grande introvertie, et elle veut rentrer chez elle avant de mourir d'avoir assisté à cet événement gigantesque. Dans le stade, tout le monde se demande si le vainqueur de la compétition ne sera pas Julius et Wignall. L'équipe de Phil était très proche, mais ils ont gâché leur chance en se battant l'un contre l'autre. Les amis de Sion savent que Sion déteste Phil, mais ce n'est pas son genre d'annuler le match pour cette raison. Sion va trop loin en essayant de faire renvoyer Phil de l'académie, mais l'un de ses amis pense que Sion a une bonne raison. Un autre regard en arrière montre Phil en train de subir des brimades incessantes, et il se demande pourquoi tout le monde prend autant de plaisir à le tourmenter. Ses camarades de classe avaient tous une piètre opinion de lui, mais Phil savait mieux que quiconque à quel point il était un raté. Phil savait qu'il serait trop égoïste de souhaiter qu'il l'accepte, alors il voulait au moins qu'il le laisse tranquille. C'est dans cet état d'esprit que Phil a rejeté l'offre de Sion de le prendre sous son aile. Alors que tout le monde le tourmentait, Phil décida qu'il devait avant tout se concentrer sur son arrivée à Alfreya. Comme à l'époque, Sion attaque Phil qui, furieux, commence une nouvelle incantation. Celle-ci permet à Sion d'invoquer un faucon fait de flammes, et Phil se demande s'il s'agit d'un gardien. Ce gardien manque de détruire Phil, mais il esquive magistralement en coupant une de ses ailes, et il en profite pour s'en prendre à Sion. Malheureusement, l'oiseau de feu se régénère à grande vitesse, Phil devra donc détruire son noyau. Les gardiens sont généralement utilisés pour se défendre pendant que leur utilisateur lance un sort, mais cet oiseau de feu attaque de tous les côtés.
Le combat s'intensifie et les deux combattants commencent à souffrir. Personne n'est plus choqué qu'Edward lorsqu'il se rend compte que Sion a dépassé le niveau d'étudiant. Non seulement il peut utiliser un sort de feu de haut niveau, mais il a même invoqué un gardien. Un contrôle aussi précis de la magie est incroyable, et les éclaireurs de la faction du feu l'ont également remarqué. D'après leur rapport, Sion a beaucoup de potentiel, mais il reste derrière le Hana et le reste du trio de tête. Le fait qu'il soit toujours éliminé leur fait comprendre que Sion a une sacrée dent contre lui, et que c'est pour cela qu'on ne peut jamais savoir quels élèves ont un potentiel caché. Le chef des éclaireurs dit aux autres de faire un rapport à leur chef, car ce festival a un groupe d'étudiants étonnamment bon. Phil est complètement épuisé à ce stade, et il reconnaît que Sion est devenu beaucoup plus fort. Sion est toujours en colère et lui fait remarquer que Phil était un bien meilleur combattant lorsqu'il a vaincu la sentinelle maléfique. Phil tente à nouveau d'expliquer qu'il n'y a aucune raison pour qu'ils se battent, mais Sion s'énerve encore plus. Sion rappelle à Phil tout le ridicule et l'embarras qu'il a causé, et il se demande pourquoi Phil ne lui en veut pas. Phil s'énerve à son tour et révèle qu'il en veut à Sion. Phil a toujours imaginé se venger de lui, mais pour l'instant, il est déterminé à vaincre Julius. Sion l'écoute à peine et lui fait part de son exaspération à chaque fois que Phil refuse d'abandonner, même s'il n'est qu'un bon à rien. Pour ne rien arranger, Phil a toujours l'air de regarder partout, mais Sion l'ignore toujours. Phil est alors choqué lorsque Sion exige qu'il le regarde. Sion en a assez et déclare qu'il mettra fin à la vie de Phil s'il continue à l'ignorer. Phil est stupéfait d'entendre ce que Sion pense vraiment de lui, et il réalise que, bien qu'il ait toujours pensé qu'il serait trop égoïste de demander aux gens de l'accepter, c'est en fait ce dont il avait besoin. Comme Sion lui propose clairement de le reconnaître, Phil décide qu'il devra relever le défi avec tout ce qu'il a. Sion est heureux de voir que Phil devient enfin sérieux et lance un autre sort. Phil se concentre sur ce combat et s'apprête à faire face à la magie de Sion afin de pouvoir contre-attaquer. Phil est cependant choqué lorsqu'il voit que Sion utilise une magie de destruction à grande échelle tout en envoyant son gardien. Cette attaque combinée est incroyablement dangereuse, mais Phil a déjà tracé son chemin. Il se ferait habilement un chemin à travers l'attaque, et Sion est choqué lorsque Phil tranche le cœur de l'oiseau. Le combat atteint son paroxysme lorsque les deux combattants préparent leurs attaques les plus puissantes, mais Colette surgit de nulle part pour les arrêter dans leur élan. Colette a l'air en lambeaux, alors elle explique qu'elle a botté les fesses de Julius et qu'il a disparu. Sion panique en voyant sa chemise en lambeaux et lui rappelle qu'elle est la fille d'un noble. Colette reproche au gars de s'être battu et rappelle à Phil qu'il a un compte à régler avec Julius. Elle déclare qu'elle va s'occuper des choses à partir de maintenant pour que Phil puisse s'en prendre à Julius. Sion dit avec colère qu'il ne laissera personne se mettre en travers de son chemin, mais Colette commence à lui crier dessus pour avoir ruiné les chances de Phil de faire bonne figure auprès des recruteurs. Phil la calme en la complimentant, et il dit à Sion qu'ils pourront continuer leur combat une autre fois en partant. Bien sûr, cela ne plaît pas à Sion, et il exige qu'ils se battent maintenant. De retour avec Mike, celui-ci annonce que les équipes de tête vont bientôt entrer dans le stade. Tout le monde se demande qui sera le premier à apparaître, et nous voyons que Julius et ses copains sont en train de franchir la grille. Ils se feraient un chemin jusqu'à l'intérieur, et tout le monde se réjouit tandis que Mike déclare qu'il n'y a personne d'autre pour les arrêter. Mais à ce moment-là, Phil survole toute la foule et fait une entrée fracassante en s'écrasant au sol derrière Julius. Phil déclare qu'il est là pour défier Julius, et ce dernier est manifestement prêt. Dans la tour du sorcier, Alfreya semble profiter de la journée paisible, mais elle est en fait profondément endormie. Serissa, la servante, aimerait qu'Alfreya prenne plus au sérieux son travail de magie à Vendée, car elle est toujours en train de regarder le monde d'en bas. Serissa lui fait examiner les candidats potentiels recommandés par les éclaireurs, et elle lui en indique un qu'il considère comme le meilleur candidat de la faction de la glace. Il s'agit de Julius, qui fait sensation au festival. Serissa pense même qu'il pourrait devenir le successeur d'Alfreya. Alfreya jette un coup d'œil au rapport et convient qu'il pourrait devenir son successeur si tout reste en l'état. De retour au festival, le match atteint son apogée, car quelqu'un doit s'emparer de la couronne. Julius est heureux que Phil ait pu aller jusqu'au bout, car il n'aurait pas été satisfait s'il avait gagné sans l'avoir humilié au préalable. Phil lui dit de ne pas s'inquiéter, car tant que Julius ne s'excusera pas pour les nains, il n'a pas l'intention de faire marche arrière. Julius traite Phil de souris avec laquelle il va jouer et recouvre l'arène d'une brume froide. Phil pense que Julius utilise l'écran de fumée pour attaquer, mais il se rend vite compte que Julius et son équipe l'ont encerclé. Il commence à attaquer, et Phil décide qu'il doit continuer à se déplacer pour ne pas être touché. Il prévoit d'évaluer leur position grâce à leurs attaques et attend donc qu'ils lui tirent dessus. Phil détermine où ils sont tous les trois, il va donc en attaquer un, mais il est surpris par un quatrième tir. Julius se moque de lui en le traitant de traînard, et Phil est stupéfait lorsque Julius lui révèle que lui et ses copains n'ont même pas bougé. Le stade tout entier est alors tout aussi choqué lorsqu'il constate que 4 autres Julius sont apparus. Comme si cela ne suffisait pas, Julius révèle que ses clones explosent également. Il fait exploser l'un d'entre eux et enferme Phil dans la glace. Edward a un regard terrifié,
car il ne fait aucun doute que Julius utilise un certain type de magie. Workner est lui aussi horrifié, car Julius utilise les arts secrets découverts par la géniale et inégalée Alfreya. Alfreya a créé 12 sorts, et Julius a appris à utiliser l'un d'entre eux. Ce sort crée des copies de son utilisateur, et Phil exige de savoir comment Julius est capable d'utiliser la magie d'Alfreya. Julius rit comme un psychopathe et révèle que c'est simplement son talent qui lui permet de le faire. Il a appris cet art secret en l'étudiant tout seul. Julius affirme qu'Alfreya n'est pas si impressionnante après tout, et il déclare qu'il va bientôt la démasquer aux yeux de tous. Bien sûr, Phil est furieux d'entendre parler de sa fille de cette façon, il brise la glace de Julius et lui fonce dessus. Phil se retrouve en mauvaise posture, car les clones de Julius se déplacent exactement comme il le souhaite et peuvent même utiliser la magie. Phil est surpris lorsqu'ils cessent tous d'attaquer et forment une cage autour de lui. Phil ne peut pas se libérer, Julius le nargue et invoque une gigantesque boule de glace. Il déclare que c'est la fin et écrase Phil. Toute la foule est en admiration devant son immense puissance, et Edward fait remarquer que Julius a pu gagner le combat sans même faire un seul pas. C'est l'idéal pour un mage, et on comprend maintenant pourquoi Julius a pu obtenir des milliers de crédits. Julius profite de ce moment pour s'adresser aux éclaireurs et leur expliquer qu'il est impossible qu'ils soient vaincus après avoir appris l'un des arts secrets d'Alfreya. Julius déclare qu'il va leur prouver qu'il mérite d'être le successeur d'Alfreya, et la foule se met à l'acclamer. Iris détermine que Julius ne faisait que donner un spectacle aux éclaireurs et qu'il a utilisé Phil, qui est aussi rapide et agile qu'un monstre. Iris est bien placée pour le savoir, car elle affirme que le combat n'est pas terminé, et Rosti dit que Julius aurait l'air d'un vrai imbécile s'il ne gagnait pas après avoir fait tant d'esbroufs. Ils semblent tous deux savoir quelque chose, mais tout le monde est choqué lorsque Phil brise le bloc de glace géant de Julius. Phil remercie Julius de l'avoir aidé à se calmer, car il s'enflamme toujours lorsqu'il s'agit d'Alfreya. Julius est déterminé à humilier Phil, il l'attaque à nouveau, mais Phil l'esquive facilement cette fois-ci. Alors qu'il élimine les amis de Julius, Phil explique que Julius n'a pas encore perfectionné le sort d'Alfreya. La foule est stupéfaite, et Edward réalise que Phil s'est frappé lui-même pour prendre l'avantage, comme lorsqu'ils se sont battus. La foule devient confuse lorsque les clones de Julius commencent à se désagréger, et Phil révèle que Julius n'a pu contrôler ses clones qu'avec l'aide de ses amis. Cela signifie que Julius ne peut utiliser la magie d'Alfreya que brièvement. Phil déclare qu'il n'a pas le droit d'être le successeur d'Alfreya, et Julius devient furieux. Nous retrouvons Alfreya après qu'elle se soit mise d'accord avec Serissa pour que Julius lui succède. Cependant, elle dit que ce n'est pas un successeur qu'elle désire, mais plutôt une épée solitaire à ses côtés. Phil explique que si les gardiens agissent seuls, les clones utilisés par Julius doivent être activement contrôlés. Pour cette raison, Julius a dû compter sur ses amis, et il est clair qu'il n'est qu'un imposteur. Julius, furieux, traite Phil de nul en l'attaquant, mais Phil montre qu'il peut facilement se défendre. Julius est déterminé à prouver que Phil a tort, et il utilise à nouveau la magie d'Alfreya. Phil esquive habilement toutes les attaques des clones, et Julius se demande comment il peut contrôler 4 clones à la fois, mais sans ses amis, il est réduit à une position défensive. Julius reste cependant persuadé qu'il peut gagner, car Phil n'a aucun moyen de savoir qui est le vrai Julius. Bien sûr, l'idiot est stupéfait lorsque Phil le trouve et traverse son mur de glace pour l'attaquer. Phil explique à Julius, surpris, que la température interne de ses clones de glace l'a rendu facile à trouver. Si les clones ne sont pas parfaitement contrôlés, le froid s'échappe et des cristaux de glace commencent même à se former à leurs pieds. Julius commence à perdre son sang-froid alors qu'il perd le reste de ses clones, et il exige de savoir pourquoi Phil connaît le sort mieux que lui. La réponse de Phil est simple, Alfreya et lui sont des amis d'enfance. Ils ont été élevés dans le même orphelinat, et il connaît donc très bien la magie d'Alfreya. Il l'a admirée et l'a étudiée, mais il n'a jamais pu la rattraper. C'est pourquoi il connaît toutes les forces et les faiblesses de la magie d'Alfreya. Julius traite une dernière fois Phil de nul avant d'attaquer, mais Phil maîtrise parfaitement la situation. Phil félicite Julius car, jusqu'à présent, personne n'a réussi à reproduire la magie d'Alfreya. Cependant, il précise que Julius est loin d'être à la hauteur de la magie d'Alfreya. En effet, le sort de clonage que Julius peut à peine utiliser correctement a été inventé par Alfreya alors qu'elle n'avait que 2 ans. Phil l'accuse d'être un imposteur, et Julius se souvient de l'enthousiasme qu'il avait ressenti en apprenant le sort. Mais la réalité commence à s'imposer et il se rend compte qu'il n'était qu'au même niveau qu'Alfreya lorsqu'elle était toute petite. Julius a complètement perdu la tête, il rit comme un psychopathe et utilise sa rage pour créer 8 clones à la fois. La foule est stupéfaite et Julius déclare qu'il n'est pas du genre à se laisser sous-estimer. Il a abandonné tout espoir d'avoir le contrôle total des clones, et il a l'intention d'utiliser simplement le nombre pour écraser Phil. Julius est persuadé qu'il va gagner, mais il est encore plus furieux lorsque Phil lui dit qu'il s'est battu contre 10 Alfreya lorsqu'ils étaient enfants. Julius commence son barrage d'attaque, mais Phil commence calmement à éliminer chaque clone l'un après l'autre. Julius essaie de s'enfuir, mais les choses ne se présentent pas bien pour lui,
car Phil se ferait un chemin magistral à travers le champ de bataille. Phil lance son épée pour achever le dernier clone, et il utilise un puissant coup de poing pour détruire complètement le vrai Julius. La foule est en délire et Mike fait remarquer que Phil, qui n'a aucun talent, a réussi à vaincre une élite qui possède plus de 10 000 crédits. Les amis de Phil fêtent l'événement et Colette se précipite vers lui. Il n'y a plus personne pour lui barrer la route, et Phil n'a plus qu'à s'emparer de la couronne. Mais à ce moment-là, Phil est choqué par Wignall, qui prend la couronne en premier et dit qu'il a pris son temps pendant que Phil et Julius se battaient. Ce n'est qu'une nouvelle péripétie dans ce match chaotique, mais il est terminé maintenant, et Wignall annonce le vainqueur de l'attaque de la couronne. Dans la tour, Serissa annonce à Alfreya que le match est terminé. Alfreya est complètement désemparée et se demande s'il existe un sort permettant de changer le passé. Comme il n'y en a pas, elle se demande s'il en existe un qui permette d'effacer la mémoire d'une personne. Serissa se demande de quoi il s'agit, et elle est choquée de voir l'état dans lequel se trouve Alfreya. Alfreya a été horrifiée d'entendre Phil parler de la façon dont elle le battait dans le passé, et elle explique qu'elle essayait simplement de garder Phil pour elle seule. De retour à la reine, Sion, en colère, n'en finit pas de s'énerver car il n'arrive pas à croire que Phil ait réussi à vaincre Julius. Colette se précipite vers Phil, et Sion jure d'être celui qui le vaincra. Phil s'excuse auprès de Colette d'avoir laissé Wignall prendre la couronne, mais elle va bien, et Phil est heureux d'avoir pu tenir sa promesse aux nains. Ce soir-là, à la taverne, tout le monde fête la victoire de Phil sur Julius. Tous les nains remercient Phil de s'être battu pour eux, et Workner les remercie d'avoir pris soin de Phil. Les nains disent humblement qu'ils n'ont pas fait grand-chose, mais Workner leur demande de continuer à veiller sur Phil. Plus tard dans la nuit, Colette se dit déçue que Phil n'ait pas été repéré par la tour. C'est probablement parce que leur équipe s'est battue entre eux et qu'ils n'ont même pas gagné l'épreuve. Colette rejette la faute sur Sion, et Phil explique que Sion a impoliment rejeté l'invitation à leur fête. Le vieux nain dit à Phil de ne pas s'inquiéter de ne pas être repéré, car il a gagné le combat pour leur honneur et a obtenu les excuses que Phil souhaitait. Mieux encore, Julius doit maintenant travailler à la taverne en guise de punition. Julius fait ce que son patron lui demande de faire, mais il se lamente de ne plus être repéré à cause de Phil, qui n'a aucun talent. Julius évacue sa frustration en travaillant dur. Colette sent bien que quelque chose préoccupe Workner, qui lui explique que les choses risquent d'être différentes à partir de maintenant. Phil a montré beaucoup de ses capacités pendant le festival, et il se demande comment Phil va gérer les choses lorsqu'il retournera à l'académie le lendemain. Colette suppose que les autres élèves auront un nouveau respect pour Phil, mais Workner prévient que ce ne sera peut-être pas ce à quoi ils s'attendent. Lorsqu'il retourne à l'école, certains élèves demandent à Phil de les accompagner au donjon. Ils admettent à contre-ségur que Phil a une force ridicule et le supplient de choisir leur équipe pour l'entraînement à venir. Cet entraînement consiste en une plongée d'une semaine dans le donjon. C'est alors qu'un autre groupe les interrompt. Ils ne veulent pas qu'une autre équipe leur vole Phil, car ils allaient lui demander de rejoindre leur équipe. D'autres élèves se joignent à eux, et bientôt Phil est assailli de demandes de participation à des équipes. Colette les traite tous d'effrontés pour avoir demandé à Phil de se joindre à eux, même après l'avoir malmené pendant des années. Elle suppose que Phil pense la même chose, mais elle se trompe, et Phil ne pourrait pas être plus heureux d'être désiré par tout le monde. Colette l'a complètement perdu et se rend compte que Phil a été privé d'amis pendant trop longtemps. Colette est accusée de garder Phil pour elle seule, et une fille propose de partager les crédits gagnés lors de la plongée dans le donjon. Colette intervient pour les séparer et dit que Phil ne peut faire équipe avec personne parce qu'ils ont prévu d'aller faire du shopping. Ce soir-là, Colette panique après s'être emportée, car il semblerait qu'ils aient maintenant un rendez-vous galant. Son amie Rose la taquine mais lui recommande de se préparer, même si Colette dit qu'il ne s'agit pas d'un vrai rendez-vous. Colette est d'accord avec elle, et Rose lui suggère de porter quelque chose de joli. Phil parle à Rusty de ses projets avec Colette, mais il explique que Colette l'a en quelque sorte persuadé, en disant qu'ils ont besoin d'acheter du matériel pour l'entraînement. Rusty est heureux d'apprendre que Phil va faire ses courses seul avec Colette, et il sourit comme un pervers. Le lendemain, Colette attend Phil, et elle est maintenant déterminée à faire en sorte que cette séance de shopping se transforme en rendez-vous galant. Colette est émerveillée lorsqu'elle voit Phil, et ce dernier la complimente sur son nouveau look. Il lui dit qu'elle a fait battre son cœur, et elle panique. À ce moment-là, ils sont tous les deux surpris par Rusty qui s'excuse d'être en retard. Rusty se présente à Colette et Phil dit qu'il a insisté pour venir. Colette est horrifiée par la tournure des événements et Rusty se moque d'elle. À partir de ce moment-là, Rusty s'interpose à chaque fois que Colette essaie d'interagir avec Phil. Phil finit par s'apercevoir que quelque chose dérange Colette, qui lui fait remarquer que la proximité entre lui et Rusty est bizarre. Phil lui assure que Rusty est un bon gars et qu'il aime simplement être proche de ses amis. Rusty leur apporte des boissons, mais il n'en a pas pris une pour lui, afin de la partager avec Phil. Colette refuse de se laisser faire et propose de partager le sien. La tension monte entre les deux, et Rusty dit à Phil qu'il peut les précéder pour faire réparer son épée. Colette est d'accord et dit que les nains ne seront pas contents si des mages comme eux se présentent à leur forge. Phil n'est pas du tout conscient de ce qui se passe, et il s'en va à la forge. Après son départ,
Colette arrive et demande pourquoi Rosti refuse de quitter Fille. Rosti n'hésite pas à expliquer qu'il tient à Fille plus que quiconque au monde. Les deux hommes s'affrontent alors pour savoir qui est le plus proche de Fille. De retour avec Fille, il commence enfin à se demander si ses amis ne s'aiment pas. C'est alors que le Hana sort de nulle part pour parler à Fille. Le Hana est connu sous le nom de Miss Parfaite, une personne qui se tient au-dessus de la masse et qui est l'exact opposé de Fille. Fille se demande ce qu'elle veut, mais le Hana lui demande simplement de la suivre. Fille la suit jusqu'à une maison où il voit les autres meilleurs élèves. Le dernier trimestre de leur dernière année à l'académie signifie que c'est le moment de l'entraînement de tous les élèves, et le Hana révèle qu'elle veut former un groupe avec eux 5. Julius et Sion ne comprennent pas pourquoi le Hana a invité Fille, et Fille pense que ce sont les deux personnes qui le détestent le plus. Le Hana prend son expression terrifiée pour un « non », et Fille se rend compte qu'elle est une idiote. Sion refuse de laisser Fille l'ignorer, et il se met en colère pour le confronter. Mais avant qu'il ne le fasse, Wignall utilise sa puissante magie pour changer tout leur environnement. Il fait remarquer que les mages ne sont pas aussi barbares que les nains, et Sion cesse de se comporter comme un abruti. Wignall a utilisé la magie de l'illusion, qui est un type de magie unique permettant d'invoquer des paysages fantastiques réservés aux elfes. Les choses commencent à se calmer et Wignall veut entendre ce que le Hana a à dire. Le Hana explique qu'elle voulait simplement former un groupe pour la plonger dans le donjon, elle voulait réunir les 4 mages les plus forts avec la personne qui s'est le plus distinguée au festival. Fille a quelque chose qui leur manque et qui pourrait les aider dans le donjon. Julius n'est pas d'accord car Fille ne peut pas utiliser la magie de recherche, et Fille ne ferait que les ralentir. Sion a déjà fait partie d'un groupe avec Fille récemment, et il ne veut pas recommencer. Wignall fait remarquer qu'ils sont simplement amers d'avoir perdu contre Fille, mais Fille est toujours insultée. Wignall explique ce qu'il refuse de reconnaître, en disant que Fille a la force brute des nains et une agilité presque inhumaine. Même si son style de combat n'est pas très sophistiqué, l'épée de Fille a réussi à vaincre leurs 2 baguettes. Julius ne prend pas ses paroles à la légère et fait remarquer que Wignall est toujours derrière le Hana en termes de crédit. C'est une raison de plus pour respecter son opinion, et si elle voit quelque chose en Fille, alors Wignall décide qu'il peut respecter le « sans talent ». C'est plus que ce qu'il peut dire pour les 2 autres gars, et cela les énerve. Le Hana révèle qu'elle veut utiliser tout leur pouvoir pour monter dans la tour en tant que meilleure élève. Elle veut plus de gloire et d'honneur, ainsi qu'un meilleur avenir pour elle-même. Le Hana a été repéré lors du festival et a maintenant un placement garanti après le diplôme, mais ce n'est pas suffisant. Chez elle, les membres de la famille meurent généralement assez jeunes. Pour éviter leur ruine totale, le Hana doit obtenir des résultats impressionnants. L'ascension de la tour ne suffira pas, car elle doit aussi devenir une magie à Vendée. Le Hana est persuadé que chacun d'entre eux a ses propres ambitions. Elle demande donc aux garçons de laisser tomber une pièce dans une tasse s'ils acceptent sa proposition. Wignall accepte immédiatement, car aucun groupe ne sera capable d'obtenir de meilleurs résultats qu'eux. Julius veut plus de crédit, il n'a donc pas d'autre choix que d'accepter. Sion jette également sa pièce, il ne reste donc plus que Fille. Plus tard dans la nuit, Fille retourne auprès de ses amis inquiets. Ils l'ont cherché près de la forge, mais il était introuvable. Fille est très sérieux et révèle qu'il a décidé de rejoindre le groupe de le Hana pour s'entraîner à la plongée dans les donjons. Le lendemain, Workner explique que l'entraînement commencera dans 10 jours. Les étages 7 à 10 du donjon, qui étaient à l'origine interdits, seront débloqués. Cela permettra aux étudiants de combattre des ennemis de niveau 5 et d'autres monstres de haut niveau. C'est la seule occasion que les élèves auront de gagner plus de 1000 crédits en une seule fois. Plus important encore, si les élèves parviennent à vaincre l'un des gardiens de l'étage, ils gagneront un grand nombre de crédits. En théorie, les élèves peuvent même gagner des crédits d'entraînement complets en une seule fois. Edouard informe les élèves qu'ils risquent également de perdre la vie. L'année dernière encore, 4 élèves ont été dévorés par des monstres. Il leur dit d'oublier de jouer les héros, car l'imprudence est interdite. Des professeurs seront postés à proximité, mais cela n'a pas empêché les étudiants de perdre la vie par le passé. Alors que les élèves entrent dans le donjon, le Hana fait remarquer qu'elle n'a pas invité Colette. Colette s'en moque et déclare qu'elle y va si Fille y va. Rosti n'a pas pu venir, mais Fille est heureux qu'il ait au moins préparé beaucoup d'objets magiques pour lui. L'entraînement est sur le point de commencer, et les élèves sont informés que des camps de base ont été installés à chaque étage. Si les niveaux inférieurs s'avèrent trop dangereux pour eux, les élèves sont priés de se mettre immédiatement à l'abri. L'entraînement commence et Fille met ses lunettes de combat. Ailleurs dans le donjon, quelqu'un a été chargé de récupérer quelque chose en secret. Quelqu'un d'autre l'accompagne et cette personne enlève la tête d'une personne de son corps de la manière la plus brutale qui soit. Ailleurs, un certain Cario, connu sous le nom de Baguette de l'Empereur des Flammes, est informé de la praxis. Cario n'est pas inquiet, car il dit que la barrière semble sur le point de tomber. De retour avec Phil, l'entraînement commence et Wignall lance l'équipe vers l'avant. Ils tombent tous d'une falaise, mais Wignall les empêche de mourir. Une fourmi cramoisie fait sursauter Phil, et il est horrifié de voir qu'un essaim entier de fourmis est apparu. Les mages étant faibles en combat de mêlée, Phil décide qu'en tant qu'avant-garde de l'équipe, il devra leur servir de bouclier.
Mais Wignall l'arrête et rappelle à Phil la réputation de la famille de Lyanna. Lyanna s'élance et déclenche une attaque qui détruit toutes les fourmis. Wignall explique que sa famille, les Owansocers, est une lignée de chevaliers. Lyanna elle-même est rare parmi les mages car elle est spécialisée dans le combat rapproché. Lyanna a décidé que la compétition pour les crédits serait trop ennuyeuse, et qu'ils avanceraient donc plus vite que les autres. Un coup d'œil en arrière montre Workner en train de donner une leçon à Phil sur la magie la plus vitale dans le donjon. Il ne s'agit pas de magie d'attaque ou de défense, mais de magie de recherche, un sort courant qui permet de détecter les ennemis et les anomalies. C'est une magie très basique, mais elle est indispensable aux mages dans les donjons. De retour dans le présent, Phil est presque éliminé, mais Julius le sauve juste à temps. Phil se rend compte qu'il ne peut pas sentir les ennemis assez vite, et les autres utilisent la magie de recherche pour percevoir une zone plus large que ses sens. À ce rythme, tout le monde détruira tous les monstres avant qu'il n'en détecte un seul. À ce moment-là, Phil est fier d'en avoir vaincu un, mais il est choqué lorsque Wignall élimine toutes les fourmis d'une simple attaque. Wignall traite Phil de fardeau parce qu'il n'est même pas capable de servir de bouclier et remet en question la décision de Lyanna d'inviter Phil dans leur groupe. Lyanna reste cependant persuadée que Phil n'a tout simplement pas eu le temps de jouer son rôle de bouclier. Elle est persuadée que Phil montrera sa vraie force lorsqu'ils affronteront des ennemis de plus de 5 niveaux. Phil se sent cependant tourmenté par ses paroles, car elle ne cesse de nuancer ses affirmations par le mot « probablement ». Julius commence à faire quelque chose avec sa baguette, et Phil nous explique que les mages utilisent leur baguette pour absorber les traces de magie provenant des monstres tombés au combat. Ainsi, l'académie peut vérifier le nombre de cibles qu'un élève a vaincues. Tout le monde commence à partir, et ils expliquent qu'il ne sert à rien d'absorber les traces restantes des fourmis car elles n'ont guère de valeur. Phil est différent des autres car il n'a aucun moyen d'absorber les traces de magie. C'est pourquoi il doit rapporter les restes de monstres pour gagner ses crédits. Cela fait de lui un fardeau pour les autres, mais Phil reste positif et se promet de faire de son mieux pour aider son équipe à un moment ou à un autre. Malheureusement, à mesure que le voyage se poursuit, Phil se rend compte qu'il ne peut rien faire. Tout le monde est tellement compétent qu'il n'a pas le temps d'intervenir. C'est dommage, mais Phil commence à se considérer comme une simple mule. Un peu plus tard, Lyanna décide qu'il doit faire une pause. Sion ne se sent pas en sécurité à l'endroit qu'elle a choisi, mais Wignall crée un mur de flammes pour l'aider. Ce n'est que de la magie elfique d'illusion, mais c'est suffisant pour effrayer les monstres. Lyanna demande à Phil de distribuer les rations qu'elle a préparées, mais Wignall est le seul à ne pas permettre à Phil de s'approcher de lui. En effet, les elfes ne permettent qu'à ceux qui en sont dignes de les toucher. Wignall arrête Phil dans son élan car il ne veut pas le toucher par accident. Colette est furieuse de voir Phil traité de la sorte, mais la seule personne que Wignall juge digne dans leur groupe est Lyanna. Phil dit que ce n'est pas grave puisque les elfes ont simplement une culture différente, comme les nains, ils viennent d'un autre monde. Cependant, les elfes privilégient leur propre espèce par rapport aux autres, et ils peuvent être insupportables, mais avant tout, leurs talents sont incroyables. À la tête d'une des factions de Magia Vendée se trouve la reine des elfes. Lyanna dit à tout le monde que leur priorité absolue est le nabru lumineux. Il vaut 110 crédits et il n'y en a qu'un seul. Cela signifie qu'ils devront tuer le gardien de l'étage 10. 110 crédits, c'est une somme incroyable, et c'est la plus importante de la praxis. Le monstre est incroyablement dangereux, mais Lyanna a constitué cette équipe dans le but de tuer Nabru. Elle est persuadée que le groupe a le pouvoir de vaincre la bête de 110 crédits, et elle veut le prouver à la tour. Lyanna veut combattre la bête quand leur groupe aura toutes ses réserves de magie, elle veut donc ignorer les autres monstres pour l'instant et s'en occuper après avoir vaincu Nabru. Si personne ne s'y oppose, ils prendront le chemin le plus court pour atteindre le niveau 10. Phil ne peut pas se mentir sur sa peur, mais il n'a reçu que 5 crédits jusqu'à présent, alors tuer un gardien d'étage est le seul moyen de se rattraper. Ailleurs, nous constatons que le dénommé Headless a enlevé d'autres têtes à ses victimes. Lorsque notre groupe arrive à l'étage 10, il est choqué de voir que plusieurs monstres ont déjà été vaincus. Il se demande s'il s'agit d'un autre groupe, mais ce n'est pas possible. Ils ont pris le chemin le plus court et ont même évité les camps de base, donc aucune autre équipe n'aurait pu arriver plus vite qu'eux. Phil étudie les corps et détermine qu'aucune magie n'a été utilisée, ces monstres ont été mis en pièces par leur seule force brute. L'équipe continue à avancer, mais Phil se demande pourquoi tout est si calme. Ils finissent par arriver dans la chambre du boss, mais ils sont choqués de constater que Nabru a déjà été vaincu. Lyanna demande immédiatement à tout le monde d'utiliser la recherche, et Wignall explique à Colette que les traces de magie du monstre ne se sont pas encore totalement dissipées. Cela signifie qu'il vient d'être tué. Le gardien de l'étage vient d'être massacré, et tout le monde se demande qui a bien pu faire ça. Un autre retour sur la leçon de Workner explique que, bien que la fouille soit incroyablement utile, il est toujours difficile de détecter des pièges astucieux avec elle. Les mages peuvent utiliser ID pour se dissimuler,
et il existe un type de monstre capable d'échapper à la magie de recherche. De retour dans notre groupe, Phil sent quelque chose, et il avertit tout le monde d'être prudent en bloquant une attaque venant d'en haut. Wignall est instantanément éliminé, et ce mystérieux monstre empêche tout le monde de lancer ses sorts. Le sol s'effondre et Phil se précipite pour aider Wignall inconscient. Tous les habitants des autres étages ressentent les secousses causées par le monstre et se demandent ce qui peut bien les provoquer. Phil parvient à protéger Wignall, mais le bras de ce dernier est tout abîmé. Phil se rend compte qu'ils sont encore plus bas que le niveau 10, ce qui signifie qu'ils sont en dehors du territoire de l'académie. Les autres réalisent aussi que c'est terrible, car les étages 11 et suivants sont le territoire de la tour, seuls les hauts mages sont autorisés à y mettre les pieds. Léana est en mauvais état, mais elle a entendu parler de cette zone. Il s'agit de l'isthme du cauchemar, qui s'étend jusqu'au 15e étage. Les monstres y sont d'un autre niveau que dans tous les autres étages. Colette est avec elle, mais elles ont désespérément besoin de se regrouper avec les autres. S'ils ne le font pas rapidement, le donjon les dévorera tout cru. L'histoire de Wignall révèle qu'il a été tourmenté par les autres elfes parce qu'il n'était pas doué pour la magie d'illusion et qu'il a dû aller dans une académie de magie avec de simples mages. Il était la honte de son peuple et on lui a même dit qu'on n'avait plus besoin de lui. On lui a dit que son bras était dépourvu de talent, et on le lui a enlevé. Wignall se réveille de son cauchemar, et il est choqué de voir que Phil vient de vaincre un monstre géant tout seul. Phil propose de soigner sa blessure, mais Wignall lui rappelle que le sans-talent ne le touchera pas. Phil déclare que, même si Wignall finit par le tuer pour cela, il ne peut pas laisser Wignall sans soin. Mais Wignall est incroyablement têtu et se contente de se donner les premiers soins. Les choses ne se présentent pas bien, car ils ont perdu plus de la moitié de leurs réserves. Ils n'ont au total que 3 armes secondaires, y compris les objets magiques de Rosti. Phil estime que les autres sont probablement dans la même situation et qu'ils ne pourront tenir qu'une journée. Phil veut partir à la recherche des autres, mais la meilleure chose à faire quand on est bloqué dans un donjon est d'attendre d'être secouru. Phil n'est pas d'accord, car le sauvetage risque de prendre du temps, le monstre étant de niveau 10. À l'étage 8, le professeur Elsa explique à Orkner qu'une ruée de monstres a détruit son camp de base. Quant aux autres professeurs, il leur est arrivé quelque chose de terrible, on leur a ôté la vie et on leur a arraché la tête. Orkner est horrifié d'apprendre qu'il est probable que les étages 9 et 10 aient également sombré dans le chaos. Orkner estime qu'il ne s'agit pas d'une coïncidence et se demande s'il ne s'agit pas d'une sorte de stratagème. Edward arrive pour expliquer que l'entraînement a été annulé, et les deux professeurs partent aider les étudiants. De retour avec Phil, Wignall utilise la recherche, craignant que quelque chose ne se trouve à proximité. Phil lui suggère de ne pas l'utiliser avant qu'il ne s'épuise, mais Wignall lui fait remarquer qu'ils sont maintenant au 11e étage. Les monstres sont terrifiants et ils ne survivront pas s'ils tombent dans une embuscade. Wignall est à la fois terrifié et frustré, et il ne comprend pas comment Phil peut être aussi calme. Phil utilise ce calme pour trouver une façon plus efficace d'utiliser le sort de recherche de Wignall. Phil calcule la distance qu'ils doivent parcourir avant d'atteindre la limite de la recherche de Wignall, ce qui lui permet de dire à Wignall quand utiliser à nouveau la recherche. Phil et Kiki s'occuperont des monstres proches que la recherche de Wignall ne peut pas attraper. Quant à Wignall, il sera chargé de trouver les monstres au loin. Ils doivent surtout se préoccuper des embuscades et limiter au maximum les combats. Wignall ne comprend toujours pas comment Phil peut être aussi calme. Phil explique que, pour monter dans la tour, il n'a pas d'autre choix que de prendre les crédits par la force. Cela lui a valu d'être bloqué plus de 100 fois à différents étages du donjon, il sait donc comment gérer ce genre de situation. C'est à ce moment-là que les gars se préparent à être encerclés par des monstres appelés Jerkiza. Ils n'ont pas d'autre choix que de se battre, et Phil décide de prendre la tête du groupe pendant que Wignall combat celui qui se trouve derrière. Wignall fait tomber son adversaire rapidement, mais il est plus étonné par Phil. Phil commence à démolir les monstres et Wignall se demande comment Phil peut bouger comme il le fait. Phil a toujours été rabaissé par tous ceux qui l'entourent, mais il a réussi à devenir aussi fort. Wignall est d'autant plus contrarié qu'il a réagi différemment à sa propre situation. C'est alors que Wignall se fait surprendre par un autre monstre. Il n'a pas le temps d'attaquer, alors il décide d'utiliser son mur de flammes pour faire fuir la bête. Phil sait que cela ne marchera pas et le monstre fonce sur Wignall. Wignall est complètement figé de terreur, mais Phil vient rapidement à son secours. Phil lui explique que les Jerkiza n'ont pas Dieu et que les illusions ne fonctionnent pas sur eux. Wignall commence à perdre la tête en riant et en se qualifiant de honteux. Phil essaie de lui dire qu'il est un elfe très talentueux, mais Wignall lui répond qu'il a tort. Wignall a toujours traité Phil de paresseux parce qu'il n'a aucun talent. Cependant, il révèle qu'il est l'un des traînards et qu'il est lui-même un traînard. Un autre regard en arrière montre Wignall en train de s'entraîner, et il supplie une certaine Eleanor de ne pas l'abandonner. Wignall s'est rendu compte que ce qu'il cherchait à atteindre était trop loin, et que rien de ce qu'il faisait ne suffirait.
Cependant, Wignal n'a jamais pu se résoudre à abandonner, et il a continué à s'entraîner. De retour dans le présent, Wignal vient d'avouer qu'il est à la traîne. Cela fait 6 ans que lui et un groupe d'autres elfes sont entrés à l'académie, et il est le seul à y être encore. Les autres sont montés dans la tour, mais Wignal est une honte pour son espèce. En effet, la magie de Wignal est censée donner naissance à quelque chose de physique. Or, Wignal ne peut produire que des fantômes immatériels. Sa magie n'est qu'un spectacle, et il ne peut pas vaincre un ennemi avec. Vil fait remarquer que Wignal est considéré comme l'un des 3 meilleurs de l'école, mais il sait ce qui est le plus important. Léana le sait aussi, et elle explique à Colette que seuls ceux qui ont vraiment fait leurs preuves peuvent monter dans la tour. Au cours des 6 dernières années, elle a vu les élèves les plus doués quitter l'académie, ce qui lui a fait comprendre que ceux qui restent sont vraiment ceux dont personne ne veut. Colette lui rappelle qu'elle est connue sous le nom de Miss Parfaite, mais Léana répond que ce n'est qu'à l'académie. Léana a vu de ses propres yeux ce qu'est le vrai génie en regardant Elfaria s'élever jusqu'à Magia Vendée. C'est à ce moment-là qu'elle a compris que ceux qui sont inférieurs ne peuvent jamais espérer être à la hauteur d'un vrai talent. Quant à Wignal, c'est l'un de ses frères et sœurs qui a été le premier à lui apprendre le désespoir de sa propre infériorité. Vil est choqué car cette sœur est en fait la reine des elfes, elle s'appelle Eleanor, et Wignal l'aimait beaucoup. Comme elle était très petite, Wignal a décidé de la protéger pour toujours. Cependant, il s'avéra par la suite qu'elle était une elfe puissante, capable même de créer de grands arbres géants. Eleanor est devenue une Magia Vendée, et Wignal s'est efforcé de l'atteindre. Cependant, il ne pouvait pas cacher qu'il n'était qu'un traînard, et il a donc commencé à dénigrer les mages pour cacher ses propres lacunes. À ce moment-là, Wignal est choqué car Vil lui dit qu'il savait qu'ils avaient quelque chose en commun. Wignal pense qu'il essaie simplement de le réconforter. Il dit qu'il n'a été qu'un obstacle et demande à Vil de continuer sans lui. Vil refuse et assure à Wignal qu'il est un elfe extraordinaire. Il promet qu'ils sortiront ensemble du donjon et qu'il protégera Wignal jusqu'à ce qu'il puisse marcher seul. Colette encourage également Léana en lui expliquant qu'elle connaît un garçon qui continue à se battre même s'il est ridiculisé parce qu'il n'a aucun talent. Si Vil voyait à quel point il se torture, Colette est sûre qu'il en rirait. De retour auprès de Vil, nous constatons que Wignal et lui sont en pleine bataille. Il rencontre sans cesse des ennemis de niveau supérieur à 5, ce qui montre bien que l'étage où il se trouve est d'un tout autre niveau. Cependant, Wignal ne comprend pas comment Vil peut vaincre tous les ennemis qu'ils affrontent en un clin d'œil. Vil finit par éliminer les bêtes avec facilité, et Wignal ne peut que s'interroger sur son endurance. Vil a été roué de coups pour avoir protégé Wignal, et Wignal ne comprend pas pourquoi Vil ne l'a pas abandonné comme l'ont fait les siens. C'est alors que Vil entend quelque chose, mais les recherches de Wignal ne donnent rien. Vil sait ce qui se passe et explique que le bruit qu'il entend est celui du donjon qui donne naissance à de nouveaux monstres. C'est exactement ce qui se passe, puisqu'un monstre couvert de flammes apparaît. Vil comprend immédiatement qu'ils sont en danger et utilise ces objets magiques pour détruire la chose qui a donné naissance aux monstres. Cependant, ils sont toujours en difficulté, car les monstres de flammes appelés Belcar les encerclent. Ils valent 11 crédits et les attaques physiques ne font rien à leurs corps enflammés. Ils sont très résistants à la magie, ce qui en fait un ennemi naturel des mages. Même la tour les considère comme dangereux, et les seules attaques efficaces contre font appel à la magie elfique. Vil décide qu'il ne peut pas les vaincre seul et qu'il a besoin de l'aide de Wignal. Wignal lui rappelle que sa magie d'illusion est défectueuse et qu'il est persuadé qu'il échouera s'il tente de se battre. Il est cependant choqué lorsque Vil lui explique qu'il n'y a pas de mal à échouer. Il dit qu'ils ne sont pas des génies et que la meilleure façon d'avancer est d'apprendre de leurs erreurs. Wignal craint que son échec n'entraîne la mort de Vil, mais ce dernier lui assure qu'il ne mourra pas. Vil a un rêve et il ne s'arrêtera pas tant qu'il n'aura pas atteint la tour. Cela signifie qu'il ne peut pas mourir, et il dit à Wignal de noter ses paroles. Wignal est stupéfait car tous deux font le même rêve, mais leurs personnalités sont complètement différentes. Vil affronte les puissants monstres, mais il est clair que son épée n'a aucun effet sur eux. Wignal décide qu'il doit faire quelque chose et attaque l'un des monstres. Comme il le craignait, son attaque échoue et il prédit que Vil y perdra la vie. L'un des Belcar lance une puissante attaque, mais Kiki aide Vil à la bloquer. Vil encourage à nouveau Wignal en lui disant qu'il croit en lui. Cela touche Wignal au plus profond de lui-même, car les siens l'ont abandonné, mais pour une raison ou une autre, Vil a foi en lui. Wignal a enfin fini d'avoir peur de tous ceux qui l'ont tourmenté, et il déclare que la confiance de Vil est la seule chose qu'il ne pourra jamais trahir. Il promet de ne jamais abandonner ses objectifs et lance une nouvelle attaque. Celle-ci anéantit complètement les Belcar, mais Vil est choqué de voir Wignal s'agenouiller devant lui. Wignal s'excuse d'avoir si mal traité Vil et le reconnaît comme un guerrier digne de respect. Vil décide de faire une confession et révèle qu'il a toujours respecté Wignal. Cela fait, Vil utilise l'un des objets magiques de Rosti, la carte du sourcier.
Cette carte est créée automatiquement à partir du sang de son utilisateur. Wignal est heureux de voir qu'ils n'ont pas erré au hasard, et Kiki s'est également souvenu de Colette et de Sion. Ailleurs, Julius a soif et Sion lui dit de faire fondre de la glace pour boire. Julius lui rappelle qu'ils ne peuvent pas gaspiller la magie, mais ils commencent à se disputer. Julius pense à leur incompatibilité, mais le pire, c'est qu'ils ont tous les deux été humiliés par le vil, sans talent. Julius utilise la recherche et ne trouve rien, mais Sion sent que quelque chose ne va pas. Il utilise la détection de chaleur pour détecter un monstre, et ils se rendent compte qu'ils sont entourés de sentinelles maléfiques. Julius se demande alors si cela n'a pas un rapport avec le monstre qu'ils ont vu plus tôt. Sion dit avec assurance à Julius d'utiliser ses clones car, même s'il ne peut pas les contrôler, ils peuvent toujours servir de leur. Julius le prend pour un fou et lui propose de s'enfuir, mais Sion refuse. Vil lui ayant fait goûter à la pire humiliation de sa vie, Sion déchaîne sa rage sur les sentinelles. Dans les étages supérieurs, les étudiants courent pour sauver leur vie car ils sont également attaqués par les sentinelles. L'un d'entre eux est sur le point d'être écrasé, mais Edward sort de nulle part pour le sauver et élimine toutes les sentinelles en un instant. Il ordonne à tous les élèves d'évacuer au 6e étage, et Workner arrive pour l'emmener dans la zone suivante. Les élèves sont stupéfaits car ils ne s'attendaient pas à voir un coureur dans le donjon. Workner explique que la majorité des élèves ont été évacués car peu d'entre eux ont réussi à dépasser l'étage 8. Cependant, un groupe l'a fait, celui de Léana, mais Edward pense qu'il sera impossible de les retrouver, car l'étage 10 est trop vaste. Workner révèle qu'il sait exactement où il se trouve. C'est lui qui a donné Kiki à Vil, et elle est reliée à un cristal qu'il possède. Il sait donc que Vil et son groupe se trouvent à l'étage 11. En bas, Colette laisse des signes derrière elle. Cela fait maintenant 16 heures qu'ils sont à l'étage 11 et ils n'ont presque plus d'eau ni de nourriture. De plus, les monstres ne les laissent pas faire de pause. Heureusement, Léana est très forte et les repousse, mais Colette sent bien qu'elle atteint ses limites. Colette est surprise lorsque Léana s'excuse. Elle dit que ses ambitions ont mis tout le monde dans ce pétrin, mais Colette fait remarquer que le monstre de l'étage 10 est le seul à blâmer. De plus, Colette s'en veut d'être venue, alors qu'elle n'était pas invitée. Ces paroles parviennent enfin à Léana, qui la remercie. Colette a en fait très peur, mais elle reste confiante car elle sait que Vil les sauvera. À ce moment-là, elle s'agite car elle croit entendre Vil tout près d'elle. Ailleurs, Wignal sent un mage devant lui et il voit les conséquences de la rage de Sion. Wignal est incroyablement choqué car il n'arrive pas à croire que Sion ait pu éliminer autant de sentinelles à lui tout seul. Julius, qui est devenu la relève de la comédie, dit avec colère à Wignal que Sion n'a pas fait tout cela tout seul. Vil est heureux de voir que Sion est toujours en vie, mais il est déçu d'apprendre que Léana et Colette sont introuvables. De retour avec les filles, Léana prévient que quelque chose ne va pas. La personne qui apparaît est le professeur Bruno, mais sa tête tombe de manière choquante. Un autre homme apparaît et dit à Edles qu'il est déçu d'avoir laissé les étudiants dépasser le 10e étage. Colette est absolument mortifiée pendant que Edles s'amuse avec sa nouvelle tête, et les étrangers commencent à se disputer pour savoir à qui revient la faute. Colette se rend compte que ces types ont pris la vie de leur professeur, et elle exige de savoir qui ils sont. Elle manque de s'évanouir lorsqu'Edles détruit la tête qu'il porte. Il lui explique qu'ils ne sont que des méchants ordinaires qui tentent de détruire le faux ciel. Colette est d'autant plus terrifiée que, selon la tradition, la chute de la barrière entraînera celle de Calamity. Edles leur demande poliment leur tête et lance une attaque destinée à les décapiter. Les filles sont sauvées par l'arrivée de Vil, qui détourne l'attaque. Vil explique qu'ils ont pu les retrouver grâce à Kiki et aux pierres que Colette a laissées derrière elle. Leur arrivée ne fait qu'exciter encore plus Edles, et Vil demande à tout le monde de s'enfuir pendant qu'il repousse les étrangers. Mais Edles est incroyablement puissant et renverse facilement Vil. Edles s'est pris d'affection pour lui et décide d'ajouter la tête de Vil à sa collection. Malheureusement pour lui, son partenaire lui dit qu'ils n'ont plus le temps et qu'ils doivent aller chercher quelque chose. Edles se fait entraîner et demande à Duke d'éliminer les étudiants. Tout le monde est alors choqué de voir que Edles vient d'utiliser la magie secrète de transport de la Reine des Mages. Le choc se transforme en horreur lorsqu'il réalise que Edles vient d'invoquer le monstre qui vaut 270 crédits, le diabolique Grand-Duc. Vil pense à une règle empirique que tous les étudiants connaissent, elle s'appelle la « règle du 1 sur 1000 » et signifie simplement qu'un monstre valant un crédit équivaut à un mage de 1000 crédits. Le monstre qui se trouve devant eux en vaut 270, il équivaut donc à un mage de 270 000 crédits. Ce Grand-Duc est terrifiant, et le groupe esquive désespérément ses attaques. Tout le monde décide de s'enfuir, et Wignal crée une barrière pour les aider à s'échapper. Mais la bête la détruit facilement et Vil doit revenir pour sauver Wignal. Il trouve un moment de sécurité, et Vil explique qu'il a lu des choses sur le méchant Grand-Duc. Ils apparaissent à l'étage 25 et sont au sommet de la famille des monstres maléfiques. Le groupe n'est pas encore hors de danger,
car il se rend compte que le grand-duc ordonne aux autres monstres puissants de les retrouver. Julius panique, craignant qu'il n'y ait aucun moyen pour eux de s'échapper, et Lyanna peut dire que le désespoir essaie d'étouffer leurs esprits. Tous sont désemparés, mais ils sont choqués lorsque Vil déclare que leur seule option est de tuer le grand-duc. Lorsqu'un monstre de rang seigneurial apparaît, les monstres de type maléfique établissent un domaine qui peut s'étendre sur plusieurs étages. Cependant, s'ils éliminent le seigneur, les monstres perdront leur chef. S'ils parviennent à briser la chaîne de commandement, Vil pense qu'ils auront plus de chances d'être sauvés. Julius pense que Vil a perdu la tête, car ils ne pourront jamais vaincre un monstre aussi terrible. Vil a un plan, mais il affirme qu'il ne fera pression sur personne pour qu'il l'aide. Julius pense que personne ne fera confiance à un plan élaboré par quelqu'un qui n'a aucun talent comme Vil, mais Wynial accepte de l'aider. Vil a fait preuve d'une grande sagesse et son abnégation a sauvé Wynial un nombre incalculable de fois. Colette fait également confiance à Vil, mais Sion dit qu'il est d'accord parce qu'ils ne survivront pas s'ils restent les bras croisés. Wynial se porte garant de Vil, et Lyanna décide de lui faire confiance également. En voyant comment Vil a uni tout le monde, Lyanna se rend compte qu'il n'était pas censé être leur bouclier, mais bien leur chef. De tous les membres du groupe, Vil est le seul dont les yeux ne sont pas remplis de désespoir. Elle demande à Vil de donner ses ordres pour qu'il puisse suivre son exemple. Julius persiste à dire qu'ils ne peuvent pas gagner avec le seul plan de Vil, et Vil est d'accord. Il révèle que Julius est en fait la clé de leur victoire car il veut lui apprendre un tour magique secret d'Alfreya. Quelques instants plus tard, le groupe affronte la bête géante. Julius et Colette esquivent quelques attaques, et Julius commence une incantation. Le grand-duc détruit Julius, mais il s'agit en fait d'un des clones de Julius, qui continue son incantation. Un retour en arrière montre Vil expliquant le tour d'Alfreya. Normalement, si une incantation est interrompue, le mage ne peut pas lancer son sort. Cependant, la magie de clonage d'Alfreya permet à un mage d'utiliser ses clones pour reprendre l'incantation là où elle s'est arrêtée. Cela signifie que lorsqu'un clone est détruit, un autre peut continuer l'incantation. Si cela est fait correctement, il devrait être possible de lancer des sorts avancés avec de longues incantations, même au milieu de la bataille. C'est exactement ce que fait Julius, mais maintenir des clones est beaucoup plus difficile qu'il n'y paraît. Julius se qualifie de protecteur et jure de vaincre la bête. Vil dit aux autres d'utiliser toutes les attaques possibles, car leur but est simplement de ralentir le monstre et de soutenir Julius. Ils ne font aucun dégât, ce qui montre bien que les ailes du monstre sont impénétrables. Vil s'en rend compte en voyant que son attaque ne fait rien non plus, mais il le savait déjà d'après ce qu'il avait lu sur le grand-duc. Rien de ce qu'ils peuvent faire ne pourra blesser la bête, il leur faut donc gagner du temps pour Julius. Ils y parviennent et Julius termine enfin sa très longue incantation. Il lance sa plus puissante attaque, mais tout le monde est choqué de constater que son sort de dernier recours est bloqué par le grand-duc. Tout cela fait partie du plan de Vil, qui annonce à Lyanna que c'est à elle de jouer. L'attaque de Julius ne visait qu'à ralentir les ailes du grand-duc pour que Lyanna puisse se mettre à portée d'une attaque au corps à corps. C'est ce que fait Lyanna, mais elle est stupéfaite de constater qu'une barrière automatique a été placée sur le monstre. Elle suppose que c'est l'œuvre des mages de tout à l'heure et que Vil doit la sauver de la destruction. Vil subit les dégâts de l'attaque du grand-duc, et la barrière de Kiki est détruite, laissant Vil dans une situation dangereuse. Workner et Edward voient ce qui se passe et se demandent pourquoi un grand-duc est apparu. Ils n'ont pas le temps de réfléchir, car ils doivent se précipiter pour aider les élèves. L'attaque du grand-duc tombe, et Wynial empêche Vil et Lyanna de s'écraser au sol. Lyanna va bien, mais elle se sent très mal parce que Vil a pris un coup pour la protéger. Vil ne réagit plus du tout et le grand-duc se dirige vers le groupe. Lyanna dit aux autres de s'enfuir avec Vil pendant qu'elle retient la bête, mais Colette refuse. Lyanna rappelle à tous que sa famille est éphémère car ce sont tous des chevaliers qui servent de bouclier à leurs alliés. Wynial décide d'attaquer avec elle, laissant les autres face à une décision difficile. Les efforts combinés de Wynial et de Lyanna leur donnent l'occasion d'attaquer le puissant monstre, mais celui-ci ne fait que les repousser. Voyant qu'ils sacrifient tous deux leur vie, Sion décide que la seule façon de s'assurer que leur mort n'est pas vaine est de s'enfuir. Sion se convainc qu'il n'y a pas de honte à le faire, mais il a du mal à bouger. À ce moment-là, Sion est choqué lorsque Vil lui dit qu'il a besoin de lui pour le frapper. Vil ne peut s'empêcher de trembler, et les lunettes qu'Alfreya lui a données sont maintenant cassées. Sans ces lunettes, Vil a perdu toute confiance en lui et est terrifié à l'idée de ne rien pouvoir faire. Sion devient furieux, reprochant à Vil d'avoir donné de l'espoir à tout le monde et de les avoir mis dans ce pétrin. Sion frappe Vil, dégoûté que ce soit lui qui dise qu'il a peur, alors que Lyanna et Wynial sont sur le point de perdre la vie. Sion exige que Vil prenne ses responsabilités et commence à lui asséner une pluie de coups de poing. Sion laisse libre cours à sa rage, mais Vil finit par l'arrêter et le remercie de l'avoir fait sortir de ses gonds, car Vil ne tremble plus.
Vil saisit son épée et demande à Kiki de protéger les autres. Sion ne comprend pas comment Vil peut être aussi intrépide lorsqu'il se lance dans la bataille, mais Colette explique que Vil a encore peur. Elle devient émotive en révélant que Vil a toujours été terrifié. Sion n'en revient pas et Colette lui demande s'il a déjà tenu une épée. Les mages peuvent attaquer à distance avec leur baguette, mais manier une épée, c'est différent. Avec une épée, il faut se battre contre des adversaires bien plus grands et plus forts, ce qui est terrifiant pour n'importe qui. Vil est un faible comparé aux monstres qu'il affronte, mais il a beau être effrayé et pathétique, ce qu'il craint le plus, c'est de s'enfuir. Colette, à ce moment-là, fait remarquer que c'est ce qu'on appelle le courage. Elle décide de se battre aux côtés de Vil, mais Sion a l'impression qu'on se moque de lui. La défense du grand-duc est impénétrable, et ils ne peuvent même pas l'atteindre à cause de sa mobilité. Vil a cependant un plan, car il sait qu'il suffit de couper les ailes du monstre d'une manière ou d'une autre. Léana et les autres ne peuvent plus se battre, c'est donc à Vil et Colette de s'en charger. Vil est toujours terrifié par la destruction de ses lunettes, mais l'idée de perdre quelqu'un l'effraie encore plus. Vil fait signe à Colette et tous deux se préparent à l'attaque. Vil n'a plus Kiki pour le protéger, et un seul coup de la bête mettra fin à ses jours. Vil est cependant confiant, car il a déjà vu l'attaque du monstre. Tout le monde est choqué lorsque Vil s'envole pour esquiver l'attaque, et Colette comprend ce qu'elle doit faire. Elle dit qu'elle donnera à Vil tout ce qu'elle a, et elle invoque une épée de roche pour qu'il l'utilise. Le timing est parfait, Vil parvient à trancher l'une des ailes du grand-duc et la bête perd l'équilibre. Sion sort de nulle part et commence une incantation. Le gardien de Sion est détruit, mais Vil est stupéfait lorsqu'il réalise que Sion l'utilisait simplement comme bouclier. Sion est déterminé à prouver qu'il peut faire tout ce que Vil peut faire, et il s'approche du monstre terrifiant. Sion porte l'une de ses attaques les plus puissantes, mais Colette est horrifiée de voir que cela n'a même pas suffi à vaincre le duc. Les autres sont tout aussi horrifiés, car Sion se rend compte qu'une baguette ne suffit pas à vaincre la bête, et Vil détermine qu'une épée ne peut pas non plus la vaincre. À ce moment-là, un cristal tombe devant Vil, et nous voyons que c'est Rosti qui l'a lancé. Cela déclenche le souvenir de quelqu'un qui s'est sacrifié. Cette femme a dit que c'était pour protéger le monde et qu'un jour, la baguette et l'épée se rencontreraient et s'uniraient. Vil comprend ce qu'il faut faire et dit à Sion qu'ils doivent combiner leurs pouvoirs. Sion envoie des flammes et Vil les attrape avec son épée. Tout le monde est choqué par ce qu'il voit et se rend compte qu'il ne s'agit pas d'un simple enchantement, mais que l'épée de Vil a en fait consumé le sort de Sion. La force monte en Vil et, sans même s'en rendre compte, Vil évoque un nom. Vil prend son épée enflammée, l'appelle d'Igni et déclenche une attaque d'une puissance inouïe. Vil regarde alors la bête redoutable se faire trancher en deux par l'attaque. Tout le monde est stupéfait de voir la bête s'effondrer et Vil rester victorieux. Il s'effondre alors que la force commence à quitter son corps et que son épée revient à la normale. Personne ne peut croire qu'il a pu vaincre le puissant grand-duc, et Vil n'est même pas sûr de ce qu'il vient de faire. Vil s'apprête à fêter l'événement avec le groupe, mais tout le monde est horrifié lorsqu'une horde de sentinelles et de gardes apparaît. Ces monstres ne sont pas le grand-duc, mais ils sont tout de même incroyablement puissants, et notre groupe n'a plus la force de se battre. Julius est attaqué au moment où Orkner et Édouard arrivent, mais ils n'auront pas le temps de le sauver. Julius est sur le point de perdre la vie lorsqu'un bâton sort de nulle part et qu'une voix mystérieuse commence à réciter une incantation. Il en résulte une attaque qui anéantit toute la horde de monstres, et Vil est choqué lorsqu'il réalise qu'il s'agit d'un sort d'annihilation de haut niveau. Vil se demande qui a pu causer des dégâts aussi importants, et Sion est incrédule lorsqu'il voit qui est l'homme derrière le bâton. Orkner est également surpris lorsque l'homme révèle qu'il s'agit du vieux roi Aron. Il est le roi des vendeurs de magia et la plus puissante des baguettes. Vil se demande ce qu'il fait là, et il remarque que le groupe du vieux roi porte un équipement lourd pour une plongée dans un donjon profond. Il suppose qu'ils viennent de terminer la campagne. Aron appelle le groupe ceux qui ont défié les ténèbres du donjon, et il les félicite de s'être bien battus. Tout le monde est ravi de recevoir ses louanges, et ils célèbrent leur survie. Même les elfes tremblent d'allégresse en présence du vieux roi, qu'ils vénèrent, et tous s'inclinent devant lui. Cependant, alors que tout le monde est fixé sur le roi, les yeux de Vil sont attirés par une autre personne dans le groupe du roi. Cette personne est heureuse de voir que l'épée est toujours en vie, et elle demande le nom du guerrier qui a vaincu le grand-duc. Vil donne son nom et l'homme se présente sous le nom de Finn. Ailleurs dans le donjon, deux hommes malveillants sont heureux de ne pas avoir continué à combattre les étudiants. S'ils avaient été pris au dépourvu par une attaque, ils n'auraient pas pu récupérer ce qu'ils cherchaient. Cette chose qu'ils recherchaient est une épée mystérieuse, et leur mission est terminée. Headless est heureux que leur travail soit terminé et qu'ils puissent faire une vraie fête. L'entraînement connaît une fin sans précédent, avec 11 morts, tous des professeurs de l'académie. Grâce aux efforts des professeurs survivants, il n'y a pas eu de victimes parmi les étudiants. L'école cherche à en savoir plus sur les auteurs de l'attentat, mais aucune piste n'a été trouvée. Tout le monde se souvient encore très mal de cette journée, mais il faut continuer à vivre. Alors que le groupe se rétablit, ils se demandent qui était ce couple mystérieux. La seule chose qu'ils savent,
c'est qu'il s'agit de déviants qui ont la force d'éliminer les professeurs de l'académie. Colette n'arrive pas à croire que plusieurs de leurs professeurs ont perdu la vie, mais Julius fait remarquer que cela aurait été bien pire si le vieux roi n'était jamais arrivé. Lyanna reste positive et rappelle à tout le monde qu'au moins, ils sont encore en vie. Malgré l'épreuve terrifiante qu'ils ont traversée, ils n'ont perdu aucun membre de leur groupe. Lyanna a simplement réuni son équipe pour obtenir la reconnaissance de la tour, et il s'avère qu'elle a choisi le groupe parfait. Ils se sont révélés plus adaptés que ce qu'elle aurait pu espérer, et elle remercie tout le monde pour ce qu'ils ont fait. L'ambiance est très sombre, mais elle est interrompue lorsque l'estomac de Lyanna commence à gargouiller. Elle a manifestement faim et Colette lui donne à manger les pommes qu'elle épluche depuis 1 heure. Lyanna en engloutit une bonne partie, ce qui contrarie Colette car il n'en reste plus pour Vil. Lyanna s'excuse et explique qu'elle n'a pas pu s'en empêcher car la magie qu'elle utilise demande beaucoup d'énergie. Il est donc normal qu'elle en consomme plus que les autres mages, mais elle précise qu'elle n'est pas une gloutonne. Les filles se disputent un peu, et Sion est surprise de voir à quoi ressemble vraiment Miss Perfect. Wignall renchérit en expliquant qu'il a lui aussi été surpris la première fois qu'il a vu Lyanna se gaver de nourriture. Vil s'est toujours considéré comme un bon mangeur, mais Lyanna est vraiment la meilleure. Colette relève le défi de la gavée de pommes, mais Lyanna veut revenir aux choses sérieuses. Sans le jugement et la bravoure de Vil, aucun d'entre eux n'aurait survécu. L'humble Vil refuse de s'attribuer tous les mérites et affirme qu'ils ont survécu parce que tout le monde a travaillé ensemble. Julius est d'accord et va même jusqu'à dire qu'ils ont failli tous mourir à un moment donné à cause de Vil. Il souligne que Vil était trop effrayé pour bouger pendant un certain temps et que, pire encore, Vil a conçu un plan dont il portait l'entière responsabilité. Julius est furieux, Colette lui donne poliment une de ses précieuses pommes. Sion est resté très sérieux pendant tout ce temps car il veut savoir quel genre de pouvoir Vil a utilisé pour manger sa magie de feu. Tout le monde s'accorde à dire que c'était incroyable et si brillant qu'on en avait le souffle coupé. Il a semblé absorber le sort de Sion, mais ce n'était manifestement pas un enchantement. Lyanna n'est même pas sûre que ce qu'il a fait puisse être qualifié de magie à ce stade. Julius réussit à transformer ses louanges en colère et reproche à Vil de ne pas leur avoir dit qu'il avait ce pouvoir. Il l'accuse de les avoir intentionnellement mis en danger, mais qui le fait taire. Sion veut lui aussi des réponses, et Vil explique qu'il ne comprend pas vraiment ce qui s'est passé. Son esprit est simplement devenu vide avant que tout ne se produise. Les filles décident d'interroger les professeurs, car Lyanna pense qu'elles viennent d'assister à quelque chose de spécial de la part de Vil. À ce moment-là, Vil se souvient de Finn, qui faisait partie de l'équipe d'expédition, et demande si quelqu'un sait qui il est. Finn est un soutien, et tout le monde suppose qu'il doit appartenir à la tribu des Finns. Lyanna a lu des choses sur cette tribu et explique que les Finnois ne peuvent pas utiliser la magie. Cependant, au fil des générations, cette tribu a acquis une connaissance approfondie du donjon. Ils ont passé un contrat avec la tour depuis l'époque de la Reine des Mages et servent donc de guide lors de l'exploration de nouvelles parties du donjon. Sans leur aide, il serait impossible d'atteindre les étages les plus profonds. Vil est toujours curieux du pouvoir qu'il a pu exercer pour détruire le Grand-Duc, mais aussi de la sensation qu'il a ressentie en rencontrant Finn. Non loin de là, Finn va voir Coldron, qui lui demande jusqu'où ils ont pu aller lors de leur dernière expédition. Étonnamment, ils ont réussi à atteindre le niveau 49, mais surtout, Finn a ramené un cadeau pour Coldron. Coldron reconnaît cette épée appelée Mage Slayer, et Finn explique qu'ils sont tombés sur un groupe au 40e étage. Ils se sont immédiatement affrontés, et le groupe dangereux a éliminé 20 des hauts mages de l'expédition. Finn et les autres ne pouvaient pas prendre le risque de rester en retrait, alors ils se sont occupés du groupe. Finn est cependant inquiet, car il est prêt à parier que le tueur de mages n'a pas été créé naturellement par le donjon. Il soupçonne quelqu'un de mener des expériences dans le donjon. Il suppose qu'ils ont commencé par collecter des matériaux dans les profondeurs du donjon et qu'ils ont combiné les pièces pour créer le tueur de mages. Aaron a ordonné à Finn de retourner dans le donjon pour enquêter, il laissera donc l'épée à Coldron pour qu'elle puisse l'analyser. Cette affaire étant réglée, Finn aimerait savoir pourquoi Coldron ne lui a pas parlé du garçon à l'épée. Il fait remarquer que les mages s'occupent des baguettes, mais que les épées sont censées être son domaine. Coldron explique que Vil est un élève de son académie, mais qu'il aspire avant tout à une baguette. Il a l'intention de monter dans la tour pour devenir un magia vendé. Finn est déçu car il n'a jamais entendu parler d'une épée visant à devenir une baguette, et Coldron reconnaît que c'est sans précédent. Cependant, elle pense que cela pourrait conduire à une explosion comme ils n'en ont jamais vu. Finn est impatient de voir ce qui va se passer, et il décide de confier Vil au mage pour un temps encore. Plus tard, Vil s'entraîne, mais Colette n'arrive pas à croire que c'est ce qu'il choisit de faire alors qu'ils sont censés se rétablir. Vil ne peut se résoudre à rester assis, d'autant qu'il a décidé d'aller de l'avant. Il y a tant de choses qu'il ne comprend pas, et il y a un endroit qu'il doit atteindre. Les autres se demandent de quoi est fait son corps, car Vil ne semble guère blessé, et Julius suppose qu'il doit être un nain au fond. Wignall pense que Vil mérite plus de respect car c'est un guerrier digne de ce nom. Lyanna le félicite également, mais Sion en a assez et exige que Vil se batte contre lui. Colette tente de l'en empêcher, car il est manifestement trop blessé,
Messian est prêt à tout pour prouver qu'il peut faire tout ce que Vil peut faire. Vil tente de le calmer, Messian lui rappelle qu'il a promis de se battre pour de vrai la prochaine fois. Sion refuse d'abandonner et dit à Vil que quelqu'un qui ne peut pas le battre ne pourra jamais atteindre la tour. Vil est convaincu et décide de poursuivre ce qu'ils ont commencé. Sion lance un barrage d'attaque et Vil esquive joyeusement. Workner s'aperçoit qu'une bagarre a éclaté, et tous les élèves s'enfuient pour ne pas se faire gronder. Nous avons ensuite un bref aperçu des nombreux personnages que nous avons rencontrés. 2 mois plus tard, l'année scolaire est sur le point de s'achever. Vil promet de rencontrer Elfreya bientôt, et Workner commence le premier jour des examens de fin d'études. Merci d'avoir regardé mon récapitulatif. Abonnez-vous à la chaîne pour plus de vidéos.